Salut Baptiste, Salut Cyril. je suis très content de te recevoir aujourd'hui, presque ému, sincèrement, parce que t'es venu un peu me voir à Bangkok, Ouais, on est et à Bangkok, ouais. ça me fait plaisir. T'as pris un Merci avion. de me recevoir. Ouais, j'ai pris un Bah, avion, effectivement. Je sais pas si mon audience te connaît, je parle souvent de toi sur Telegram. Je pense que quelques-uns te connaissent un peu en tout cas. On avait fait une interview sur mon podcast l'année dernière. Absolument. Et puis là, on vient de faire une vidéo aussi, pour rien Ouais. vous cacher. Absolument. Voilà. Allez sur la chaîne de Baptiste. Voilà, Qu'on mettra direction. juste en dessous. Voilà. Donc, ouais, alors je suis très content de te recevoir, content de te présenter à mon audience aussi. Je fais rarement des interviews. Et vu que tu es un entrepreneur à succès très intelligent et que je qualifierais presque d'ami du coup sur le sujet, je suis très content de te présenter ici. Merci. Que fais-tu Qui es-tu D'où viens-tu Beaucoup de choses. Non, bah écoute, Baptiste, hein, enchanté pour l'audience qui nous regarde. Je suis investisseur à la base. J'ai commencé par investir en immobilier il y a 8 ans maintenant, donc j'ai 26 ans, j'ai commencé très jeune, à 18 ans dès que j'ai pu le faire. J'ai commencé à m'intéresser au sujet avant, vers 15-16 ans je pense, et j'attendais qu'une chose, c'est d'être majeur pour pouvoir commencer officiellement à me lancer. Et j'ai commencé par acheter des biens immobiliers, donc principalement des immeubles de rapport, donc des petits immeubles sur des zones de prix entre 100 000 et 200 000 euros, ce qui paraît très bas, mais voilà, c'était... Tout de suite, immeuble. Ouais, immeuble directement. Bah, en fait, quand tu peux acheter un immeuble pour mon premier, c'est 115 000 euros. Avec les travaux, c'est un peu moins de 180 000 euros au total. Tu vois, au final, c'est la même chose que d'acheter un appartement dans des villes plus chères. Donc j'ai commencé directement par ça, sauf que la rentabilité, comme tu t'en doutes, est beaucoup plus élevée. Donc pour donner un ordre d'idée sur le premier immeuble, c'est un bien que j'ai acheté 180 000, tout compris, travaux, frais de notaire, frais d'agence, et qui rapporte aujourd'hui un peu plus de 2 700 euros par mois. Tu vois. Tu l'as toujours ? Ouais, bien sûr. Ça fait combien de temps du coup ? 8 ans. 8 ans. Ouais. Et 2 700 euros par mois de loyer, donc ça fait une renta quasiment de 20%, tu vois, ce qui est sur long terme. Ce que tu avais vu d'ailleurs sur un de mes messages, c'est qu'à la base, il ne rapportait pas autant. Mais avec le temps, les loyers ont augmenté. C'est cet immeuble-là dont je parlais dans mon message. Donc les loyers ont augmenté au fil du temps, ce qui fait qu'à la base, j'étais autour de 16% de renta, ce qui est déjà énorme. Et avec le temps, on est monté quasiment 20%. Donc c'est aussi une manière de voir que le temps joue en ta faveur en investissement et va d'une part faire accroître en général, bien sûr, la valeur de ton bien, mais également la valeur de tes revenus. Et ça, c'est un point qui est super important. Donc j'ai commencé par ça, puis après, je me suis rendu compte que j'avais besoin de plus de revenus pour continuer à investir. Donc je me suis dit comment je peux faire. J'ai créé une boîte dans les assurances à 19 ans. Donc j'ai bossé en CDD dans une agence tout simplement d'assurance, et j'ai vu un besoin en fait sur ce marché-là, dans la numérisation en gros des contrats d'assurance, et je me suis dit ok, je me lance, c'est pas grave. J'ai bossé 3 mois en CDD, donc c'est ma seule expérience salariale, avec 2 mois à l'usine avant. Voilà, je me suis lancé en auto-entrepreneur en fait, et puis en l'espace de 6 mois ça a juste explosé, et au bout de 6 mois je gagnais autour de 10 000 euros par mois avec cette activité-là. Alors c'était beaucoup de travail, hein, c'était pas du tout de l'argent facile, délégué, etc., passif, pas du tout, c'était beaucoup de travail. Et au bout de ces 6 mois-là, j'en avais un petit peu marre, je l'ai délégué cette activité, j'ai un peu cédé, délégué, on va dire. Okay. Donc je touche un pourcentage du chiffre d'affaires de l'activité. Et je me suis lancé après sur d'autres projets immobiliers, puis d'autres projets entrepreneuriaux, notamment digitaux. Et aujourd'hui, dans la foulée, j'ai lancé un logiciel pour les investisseurs immobiliers. C'était mon premier produit que j'ai créé. Donc c'était un logiciel que j'avais créé pour moi à la base en fait. Un logiciel qui permet du coup d'analyser les projets, donc de pouvoir rentrer en fait les chiffres dans des cases et de sortir avec un rapport financier avec en gros la rentabilité sur le court terme, sur le long terme, la fiscalité, etc. Et qui permet du coup à un investisseur en un claquement de doigts de voir un petit peu si le projet est rentable ou pas, et d'imprimer également un dossier pour la banque. C'est quand même assez important, tu vois. Alors deux grandes questions là-dessus. Ouais. D'où ça t'est venu à 19 ans de dire je vais acheter un immeuble de rapport ? 18 ans, pardon. Ça m'est venu d'une envie de liberté en fait. Vraiment, moi j'ai toujours été drivé par ça. Quand j'avais 15-16 ans déjà et que j'étais au lycée, 15-16 ans, un truc comme ça, je me rendais compte que devenir salarié, devoir travailler, etc., dans une boîte en tant que salarié, parce que c'était l'idée que j'avais. Mes parents sont d'ailleurs toujours fonctionnaires, donc on n'a pas du tout d'entrepreneuriat dans la famille, c'est pas du tout dans l'idée. Mes parents sont même profs, donc pour te dire, c'est même l'antithèse de l'entrepreneur quasiment. Même si aujourd'hui ça a changé pour eux et qu'ils ont commencé à lancer des projets, notamment investir en immobilier. J'ai aussi aidé à investir. Ça c'est bien, c'est beau. Ouais, c'est vraiment cool. J'arrive à acheter un immeuble cette année d'ailleurs, un nouvel immeuble, tu vois, exactement dans la même veine que ce que je t'ai dit juste avant. Bravo. Mais du coup, donc comment ça m'est venu ? Envie de liberté. J'ai toujours adoré voyager. C'est pour ça que je suis à Bangkok aussi. Je passe à peu près 6 mois par an à l'étranger depuis environ 5 ans. Donc j'adore ça. Je vis toujours en France, mais je passe quand même pas mal de temps à l'étranger. Et j'avais envie de faire ça. Et je me dis, mais en fait, en étant salarié, c'est juste impossible de pouvoir voyager, d'être libre, de pas avoir de patron, pas avoir d'horaire. Donc quelle solution je peux trouver ? De fil en aiguille, je tombe sur l'IMO. Être steward. Pardon ? Être steward. Ouais, steward, mais bon, t'es toujours enchaîné aussi. Oui, bien sûr. Tu vois ? Et puis bon, voilà, ça n'a pas trop mon truc. Et je me dis, bon, qu'est-ce que je peux faire ? Je tombe sur l'IMO, je me renseigne, je regarde des vidéos, je lis, etc. Et je me dis, mais en fait, directement, ça, je dis ça à chaque fois, mais c'est vraiment ce qui s'est passé dans ma tête. Alors j'étais peut-être un peu naïf, un peu bête en étant jeune, mais je me dis, mais ok, c'est ce que je veux faire de ma vie. J'ai lu un truc sur l'IMO, je me suis dit, ok, c'est bon, j'ai trouvé.
Directement. Et Incroyable. en fait, c'est vrai parce que finalement, je le fais toujours aujourd'hui et c'était vraiment une passion immédiate. Ça n'a pas été seulement un moyen de gagner de l'argent, c'était vraiment une passion. Je me suis dit, mais c'est magnifique. L'immobilier, c'est super intéressant. C'est de la pierre, il y a de la rénovation, il y a de la location. En plus, ça me permet de gagner de l'argent et potentiellement d'être libre à terme. Donc, c'est ce que je vais faire. Qu'est-ce qui t'a plu là-dedans? C'est le côté je vais avoir un peu d'humain, tu vois, est-ce qu'il y a un côté humain, c'est un côté technique, c'est un côté financier, c'est quoi? Alors, l'aspect technique, purement travaux, etc., ça m'a jamais intéressé. Clairement, j'en parle souvent avec mon père parce que mon père, lui, est très manuel et lui, pas du tout technique sur la partie financière et il se moque souvent de moi. Moi aussi, je me moque de lui dans l'autre sens. Tu sais planter un clou ou pas? Et je sais planter un clou. Okay. J'ai quand même fait quelques rénovations au début, mais franchement, j'ai un peu de main gauche là-dessus. Ouais. Et du coup, moi, ce qui m'a passionné, c'est pas du tout ça, parce que l'aspect rénovation m'a jamais vraiment fait kiffer, même si de facto, j'en ai fait beaucoup. Ce qui m'a fait kiffer, c'est l'aspect vraiment financier, l'intérêt de, ok, comment je peux optimiser ma rentabilité, comment je peux trouver des biens qui sont en dessous de leur valeur, comment je peux créer un réseau, parce que ça a été un gros angle pour moi, le réseau off-market, qui est quelque chose que j'ai beaucoup généralisé aussi derrière dans mes contenus. Donc, comment créer une sorte de réseau d'apporteurs d'affaires qui vont te donner des biens qui ne sont pas encore en vente. Tu vois, et tout cet aspect-là d'optimisation des projets, d'optimisation de la rentabilité, de ta manière de chercher, comment tu peux aller gratter des points de rentabilité, comment tu peux augmenter tes revenus, comment tu peux proposer des biens aussi qui sont totalement nouveaux sur un marché. On en parlait dans la vidéo juste avant. Mais moi, je suis dans des zones qui sont des petites villes et je vais proposer des biens vraiment haut de gamme, donc des produits qui n'existent pas sur ce marché-là. Et comment je peux arriver à proposer une nouvelle offre sur un marché qui n'a pas ça finalement. Ce qui est finalement la création de valeur, ce que tu résumes. C'est la création de valeur. Donc, ce qui te plaît, c'est créer de la valeur innovante, on va dire, en tout cas, qui te correspond. Innovante, c'est toujours un peu un mot compliqué, mais créer quelque chose qui te correspond. Oui, parce qu'en soi, il n'y a rien de miraculeux. Hein, voilà. Non, je fais du haut de gamme, je rénove, je machin. Mais par contre, la façon de le faire, comme tu le vois, réaliser, en fait, mettre concrètement les projets que tu as en tête, être capable de créer du coup les ficelles. Donc, tu parlais du réseau off-market, les réseaux partenaires. Préciser quand même ce que c'est off-market. C'est les réseaux qui sont du coup en dehors du marché. À savoir, c'est pas les biens que vous allez trouver, par exemple, sur les agences immobilières ou ce genre de trucs. Voilà. C'est plutôt des réseaux, par exemple, qui peuvent passer, prenons un exemple, peut-être par des notaires en amont. Notaires, agents immo, en fait. En gros, pour faire très simple, l'immobilier, c'est pas un marché. C'est pas un marché classique en fait. L'immobilier, ça reste de l'émotionnel, ça reste des liens familiaux, ça reste du social. Je donne un exemple très simple. Tu as des personnes, par exemple, on a encore une fois évoqué dans la vidéo précédente, mais des gens, des grandes familles qui ont beaucoup de biens immobiliers, qui ont envie de vendre une partie de leur patrimoine, mais qui n'ont pas envie que ça se sache. Exemple très simple, je divorce. Mettons, j'ai envie de vendre ma maison avec mon ex-femme, j'ai pas envie que tout le quartier soit au courant. Comment je fais? Si je mets sur le bon coin, tout le quartier est au courant demain. Tout le monde sait que je vends. Si par contre je passe par un agent qui me dit ok, vous inquiétez pas, je vais trouver un acheteur, j'ai dans mon réseau, etc. Quelqu'un qui pourrait être intéressé, discrétion. Achat discret et ça part rapidement. Autre exemple, succession. Une grande succession, les héritiers sont pas d'accord, etc. Ils ont envie de vendre rapidement. C'est très compliqué de revendre. En général, les prix sont bradés pour vendre rapidement. Que fait l'agent? Est-ce qu'il va passer, comme je dis toujours, est-ce qu'il va passer 2 heures à faire des photos, à rédiger une annonce, à aller mettre ça sur le bon coin? Parce qu'également, il doit payer pour mettre une annonce sur le bon coin. Il faut savoir qu'un agent immo, vu que c'est un pro, il paye pour faire une annonce. Est-ce qu'il va payer, recevoir des dizaines d'appels, devoir filtrer les acquéreurs, devoir faire des visites et après devoir encore filtrer les dossiers pour l'achat? Ou est-ce qu'il va pas simplement appeler une personne de son réseau en disant là c'est un super deal, c'est pas cher, franchement fais-moi confiance, achète-le, c'est un bon prix. En fait la réalité c'est qu'il va faire ça en fait. Il va prendre son portefeuille client comme dans tout métier et il va contacter des acheteurs préférentiels et le bien ne sortira absolument jamais sur internet. Et c'est pour ça en fait que c'est si intéressant de passer par du off-market. Alors c'est pas toujours des bonnes affaires, pas non plus tomber dans l'excès et se dire que parce qu'un bien est off-market c'est bien. Non, c'est pas toujours le cas. Par contre, clairement, les très bonnes affaires, elles ne sortent que très rarement sur le bon coin. J'ai une anecdote là-dessus, et je pense que ça va te parler. Je visitais des maisons, je cherchais une maison, une RP, une résidence principale en France. Et c'est longtemps maintenant, mais je visite dans des agents IMO, avec des agents IMO. Puis il y a des maisons qui sont sur le marché classique, comme tout le monde. Et je tombe sur un agent immobilier un peu plus jeune, qui avait 24 ans, quelque chose comme ça. Et il voit que je galère à trouver le bien. J'avais un certain budget, etc. Il me disait, ok. Et en fait, je le savais pas. Et on a visité 2 biens qui avaient l'air de convenir. Ça allait pas. Il me dit, bon, écoute, j'ai un truc. C'est une maison, machin. Il me montre 2 photos du jardin. Il n'y a rien, il n'y a pas la maison, tu vois. Et j'étais là, mais il n'y a pas plus de photos. Il me dit, non, la propriétaire veut pas, etc. Je lui dis, tu sais, moi, je comprends pas. Je dis, pourquoi et donc, du coup, je visite la maison. Finalement, c'est une maison qu'on a achetée. Et que tu as revendu plus cher après. Et que j'ai revendu plus cher à faire. Et du coup, c'est une maison que je lui donnais les prix, peu importe. C'est une maison à 800 000 €. Et c'était la maison, ce que je te disais juste avant, des Cafés Follier. C'était Bernard Follier qui avait créé la maison. Et je lui avais racheté sa maison, qui est donc aujourd'hui, il est président du MEDEF. Enfin, il est peut-être plus, je sais plus. Et du coup, j'ai acheté
sa maison à son ex-femme. Et elle voulait pas que ça se sache. Et c'est là où j'ai compris en fait. Discrétion. Voilà, discrétion. C'est une partie, c'est pas la majorité des ventes off-market, mais c'est quand même une bonne partie. Et de manière naïve. Surtout sur des biens haut de gamme, je précise. Et de manière naïve, j'ai posé la question non pas qu'à l'agent immobilier, mais aussi du coup à la vendeuse, à l'ex-femme. Et elle m'a dit, mais parce qu'en fait, je veux pas qu'en gros mon réseau, les gens qui me connaissent sachent certaines choses. Je veux pas qu'ils voient machin, le prix, le machin, etc. On reste en France. Exactement. Voilà, attention, il y a aussi des tabous par rapport à ça. Tu as le côté très naïf du gars qui arrive. Tu vois, je comprenais pas. Moi, j'étais aussi au début, bien sûr. Mais j'ai compris et je prends le temps d'expliquer parce que j'ai compris à quel point l'importance de ces gens-là. À ne pas afficher leurs biens. C'est-à-dire, en fait, c'est un réseau souterrain. Et c'est très important. Et c'est vrai que ça s'appelle off-market. Moi, j'ai presque envie de dire underground market. C'est un réseau qui est vraiment souterrain et que c'est là où tu as finalement des offres que tu ne verras jamais ailleurs. Et c'est dommage, c'est presque dommage de passer à côté. C'est la pointe immergée de l'iceberg. Ouais, c'est ce que j'ai toujours eu. Et c'est capital. Et je pense que moi, aujourd'hui, maintenant, je passe quasiment, quand je fais des recherches ou autres, que par des choses comme ça. Mais pareil, nous, on enseigne du coup ça à nos élèves, comment créer ce réseau-là, parce qu'il y a aussi des stratégies, parce que forcément, tu arrives sur un marché, si tu sais pas faire, tu ne seras jamais pris au sérieux, et aucun agent ne t'appellera. Il appellera toujours son réseau. Et en fait, moi, ma spécialité, c'est d'arriver dans des nouveaux marchés et d'aller créer du lien avec les personnes et faire en sorte d'être appelé. Là, on parlait des agents immobiliers, mais comme tu l'as dit, il n'y a pas que ça, il y a les notaires, et il y a, je crois que j'en ai listé une vingtaine. Il y a une vingtaine de types d'apporteurs d'affaires et des gens qui n'ont mais qui n'ont rien à voir avec l'immobilier. Par exemple, je vais donner un exemple très simple. On a une élève qui a trouvé un bien à la boulangerie. Voilà. Juste en parlant à la vendeuse de la boulangerie. Parce que, à force de parler avec des clients, etc., elle se rend compte qu'il y a un bien qui est à vendre, mais c'est pas encore vraiment en vente, etc. Chez le coiffeur, des choses comme ça, tu vois. Oui, bon, ça, ok, oui. Oui, c'est comme quand tu parles d'un projet et que tu as des gens. Oui, à force de parler, comment ils appellent ça, attirer l'abondance, etc., c'est un peu la même chose. Non, mais c'est vrai, c'est que parler de ton projet. Moi, par exemple, dès que j'ai commencé à parler de promotion immobilière, j'ai eu plein de gars intéressés, j'ai eu des agents IMO et tout, alors que je savais même pas, tu vois. Ouais, t'en as juste parlé, en fait. J'en ai juste parlé, voilà. Et c'est un peu le principe. Il y a des stratégies aussi pour être pris au sérieux, parce que l'intérêt, là, c'est un point qui est important pour l'audience, c'est que l'intérêt du off-market pour l'agent immobilier, pas pour vous, mais pour l'agent, c'est de vendre rapidement à quelqu'un qui a les fonds. Et c'est ça qui est super important. C'est que l'agent, il va pas appeler un mec qui n'a pas le financement, qui n'a pas les moyens, etc. Et si vous n'avez pas à démontrer en fait suffisamment de valeur, et c'est là toute la stratégie, en fait, l'agent, il va pas vous appeler parce qu'il a aucun intérêt à dire à son vendeur, vous inquiétez pas, j'ai trouvé un acheteur qui est sérieux, et que la personne en face n'ait pas le financement. Et là, pour le coup, c'est catastrophique en termes d'image pour l'agent. Nous, ce qui fait, alors moi et mon associé, qu'on a des biens off-market, c'est parce qu'on a déjà des prévalidations bancaires. C'est-à-dire qu'on a montré avec le temps, alors au début c'était pas le cas, et j'ai utilisé d'autres stratégies, mais avec des stratégies avancées, en fait, les agents nous apportent parce qu'ils savent qu'on va être financé dans tous les cas, qu'on va jamais faire sauter un compromis. Ouais. Et oui, t'es pris au sérieux. Mais tu vois, moi à mon niveau à l'époque, ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait sur le Bon Coin, je crois que j'avais déjà raconté, j'avais fait un truc de scrapping, c'est-à-dire que je récupérais les datas des annonces. Ok. Il y avait des biens et je les classais. Et vu que très souvent les gens suppriment et remettent, c'est toujours les mêmes annonces. Tu suivais en fait les prix de vente, etc. Et surtout, j'avais dans une base de données, je mettais, ok, lui, il y est plus. Lui, il a sauté. Donc il a été vendu à tel prix. Donc il a été vendu et tout. Et quand je le retrouvais plus tard, donc il y avait des dates. Et donc quand je comparais des dates de prix de biens qui ont sauté mais qui reviennent sur le marché, je me rendais compte que la vente avait cassé. Aux derniers cours, je pouvais arriver et dire. Et taper le prix. De toute façon. Moins 20, moins 30. Et je suis allé très très loin avec quelqu'un que je connais, pas un associé, mais un partenaire. Lui, il a déjà réussi à monter avec. J'avais construit un logiciel comme ça en fait, et j'ai réussi à taper, enfin lui il a réussi à taper en tout cas des moins 40% sur les prix. Pourquoi? Parce que la vente ça faisait 3 fois qu'à péter, il voulait vraiment s'en séparer machin et tout, il est arrivé, il a réussi à faire des moins 40. Super intéressant. Mais ça c'est, nous on a une stratégie similaire mais manuelle, mais c'est vrai que c'est intéressant. Et je précise un truc quand même, et donc c'est pour ça que je le dis, c'est par rapport à ce que tu dis, c'est que lui il avait une SARL IMO, alors je sais plus ce que c'était les spécificités, c'est un truc, il y a une spécificité là-dessus. Enfin j'avais une SARL de famille. Ouais, je sais plus. C'est un statut particulier. Je me rappelle plus. Avec des avantages fiscaux, ouais, je sais qu'il y avait des trucs spécifiques là-dedans. Quand tu es, par contre, il faut vraiment que ce soit familial, que ce soit avec tes parents, avec tes fils. Non, mais alors c'est pas ça. Bon, peu importe. Et du coup, l'avantage, c'est que lui, il disait, ok, sa négociation était très simple. C'est, j'ai le cash sur le compte, maintenant, aujourd'hui. On y va, on va chez le notaire, etc. On y va. Et ça permettait tout de suite. Marchand bien. Ouais. Alors lui, il l'achetait pour faire du Airbnb derrière. D'accord, donc c'était commercial classique. Ouais, voilà. Okay. Et il y a plusieurs méthodes, de toute façon. Le marchand de biens, c'est aussi un métier qui est assez pris au sérieux aussi par les agents. En fait, c'était une technique pour lui, je vais préciser quand même davantage si c'est pas clair, c'est que vu qu'il y avait des biens qui pétaient à la vente, qui revenaient sur le marché, et en fait, l'argument principal c'était, moi j'ai l'argent, il n'y aura pas de problème. En fait, c'est ce qu'on appelle acheter sans clause suspensive. Oui, par exemple. Ça, c'est un gros argument. Quand tu achètes sans clause suspensive, ça veut dire que tu achètes sans la protection de l'annulation de la vente si tu n'as pas le crédit. C'est-à-dire que si tu n'as pas le crédit, tu dois payer 10% du montant de la vente à ton vendeur. Et là, c'est quand même compliqué. Alors que si tu as une clause suspensive, tu peux sortir de la vente sans problème.
si tu n'as pas ton crédit. Ouais, c'est la base. Preuve de refus. Ouais. Et ça permettait de passer beaucoup de biens. Et lui, il a acheté, donc lui, il s'est développé à Lyon, etc. Je dirais pas qui c'est, mais il est assez connu maintenant dans beaucoup d'endroits. Okay. Et notamment dans l'immobilier et surtout dans la finance maintenant, parce qu'il fait beaucoup de trading, etc. C'est un mec que j'avais rencontré dans la rencontre en ligne quand je faisais du dating. Enfin, j'en fais toujours, mais voilà. Et il a beaucoup évolué. Tu vois, il a fait du dating, il a fait de l'argent, il a fait de l'immo, il fait du trading. Et tu vois, finalement, on est toujours dans le. Tous voilà. On en parlera certainement. Mais ouais, et lui, il est monté à 35 biens. Il était positionné numéro 1 sur Airbnb, sur Lyon. Le problème maintenant, c'est que la régulation, aujourd'hui, c'est plus possible. Non, c'est plus possible. C'est compliqué. Donc voilà. Et donc c'est pour ça qu'il y a toujours des marchés à prendre, des moments à prendre, des timings. Et c'est important aussi, tant dans la vente que dans la location, que tout ça. Ok. Deuxième question que j'allais te poser, et pour moi c'est une des plus importantes, et notamment pour mon audience, et c'est des choses qui passent souvent inaperçues dans beaucoup de choses. C'est tiens, j'avais un problème. Du coup, j'ai fait un truc, j'ai fait un outil, j'ai solutionné mon problème et du coup, je le commercialise. Et ça, moi, c'est mon fonctionnement global pour tout. Et toi, je te le disais hier, c'est par exemple sur la fiscalité, je suis assez avancé sur la fiscalité parce que justement, j'ai eu le problème, je suis allé trouver les partenaires. Aujourd'hui, je l'ai appris, je suis pas fiscaliste évidemment, je peux pas, j'ai pas le diplôme, tout ça, mais j'ai beaucoup d'informations et j'ai solutionné finalement les problèmes. Et je me suis rendu compte, moi, dans mon entrepreneuriat, et c'est la question que je veux te poser, que finalement, mon entrepreneuriat n'est qu'une succession de solutions à mes problèmes que je commercialise. Qu'est-ce que tu en penses ? Je suis 100% d'accord. En fait, si tu as un problème en tant qu'entrepreneur sur un sujet, forcément d'autres personnes l'ont. C'est évident, c'est logique en fait. Donc forcément, une solution adaptée à ce problème-là va être commercialisable. Après, est-ce que c'est intéressant pour toi de le faire à l'instant T ? Je pense que comme moi, tu as plein de solutions que tu as créées que tu n'as pas commercialisées parce que c'était pas suffisamment rentable ou c'était un défocus par rapport à tes activités principales. Mais personnellement, oui, j'ai toujours fonctionné comme ça. Alors après, là, j'ai pas cette maturité-là à l'époque quand j'ai lancé ce logiciel. Mais en fait, j'avais juste des personnes autour de moi qui étaient investisseurs qui me disaient vas-y, file-moi ton logiciel, etc. Enfin, alors à la base, préciser, c'était un Excel. Mon logiciel à la base, c'était un simple Excel. C'est devenu aujourd'hui un logiciel qui est développé, etc., avec une application, tout ça. Donc c'est plus du tout un Excel. Mais à l'époque, c'était juste ça. Et je leur envoyais le fichier, et puis ils me disaient trop bien, merci et tout. Et en fait, je me suis dit on va tester. J'ai une petite audience sur Instagram, on va lancer ça. Et puis je l'ai fait designer, etc. J'ai lancé, ça a cartonné directement. Et je me suis dit waouh, incroyable. Tu as donné des chiffres ? C'est quoi cartonné ? Ouais, pour moi à l'époque, c'était beaucoup. C'est qu'on avait fait, je crois, 10 000 € sur la semaine de CA. Sur un lancement ? Sur un lancement organique. Organique. Et t'avais cumulé un peu d'audience avant, des trucs comme ça ? Ouais, en fait, très bête, en postant en fait ma vie. Alors, j'étais déjà entrepreneur, j'étais déjà investisseur, donc je postais un petit peu mes voyages, tu vois, quand je venais à Bangkok, etc. Et puis j'avais des gens qui me suivaient, bouche-oreille, etc. Je partageais des conseils comme ça. Je vendais rien en fait, je vendais absolument rien sur ce compte. Et j'avais peut-être, mais pas beaucoup, j'avais peut-être 1600 abonnés, un truc comme ça. Mais ça a fait beaucoup de ventes d'un coup. Puis après, au fur et à mesure, j'ai développé d'autres outils, j'ai lancé des pubs parce que je savais faire des pubs. Et voilà, j'ai vendu ce logiciel en pub, c'est devenu un énorme best-seller. On en a vendu des milliers de ce logiciel-là. Et après, tout autour de ce produit-là, j'ai conçu en fait un écosystème parce que j'avais eu de la demande, j'avais créé une petite formation qui allait avec, qui était en bonus. Les gens me disaient ok, c'est intéressant cette formation, mais je voudrais en savoir plus sur ça, sur ça. Et puis de fil en aiguille, j'ai créé d'autres outils pour investisseurs, des dossiers bancaires, etc. Par ailleurs, dossier bancaire qui a été vendu en milliers d'exemplaires aussi, d'autres formations et jusqu'à créer aujourd'hui la formation que j'ai aujourd'hui qui est ma formation phare, qui est une formation avec un accompagnement, une formation professionnelle avec un accompagnement et un suivi des élèves jusqu'à la création de leur activité, que ce soit dans la partie locative avec les immeubles ou la partie achat-revente, puisque je me suis entouré d'un marchand de biens, d'un ami qui est marchand de biens, qui s'appelle Marc, et qui enseigne également cette partie-là avec moi. Son business principal aujourd'hui, l'accompagnement ? Ouais, totalement. Okay. Donc, que je comprenne le système, par exemple, parlons de ton système. Donc, tu fais de la vente d'accompagnement sur l'immobilier. Donc, qu'est-ce que tu apprends là-dedans exactement ? C'est-à-dire, tu apprends. Vas-y. Qu'est-ce que j'enseigne dans cette formation ? Tout. En parlant des débutants complets, des personnes qui sont soit salariés, soit entrepreneurs, et qui veulent en général donc, créer un complément de revenu pour commencer et à la suite en vivre. C'est quasiment tout le profil qu'on a, donc des personnes qui soit sont en transition professionnelle, donc qui sont en reconversion, qui étaient salariés, etc. On a des gens, on a vraiment de tout. On a des personnes qui sont salariées dans des postes, on va dire classiques, profession intermédiaire. On a des entrepreneurs qui ont créé plein de boîtes. Récemment, on a fait entrer un entrepreneur qui a un patrimoine en dizaines de millions d'euros, par exemple, tu vois, qui est sur Paris, qui veut faire du marchand de biens, qui a rendu des boîtes, etc. Voilà, on a ces profils-là. On a des cadres dirigeants. On a eu sur des études de cas qui sont sur la chaîne YouTube d'ailleurs au passage, des personnes qui étaient directeurs d'usine avec 900 personnes, des gens qui étaient artisans, tu vois, vraiment de tout. Donc on prend ces profils-là, on leur enseigne donc toutes les stratégies qu'on a évoquées, donc à la fois la partie donc analyse de marché. Donc, comment repérer un marché intéressant, ce qu'on appelle un marché inexploité. National, très important. National, la question, c'est les gens ont plutôt tendance à rester sur du local, 1 heure chez toi. Okay. Moi, je ne recommande pas plus d'1 heure chez toi. Okay. Et en France, où que tu vives, et ça, il n'y a aucune excuse. Je sais qu'il y a des Parisiens, etc., qui me disent non, mais moi, c'est différent. Non, même à Paris, à 1 heure de train de Paris, tu as des marchés intéressants. Et puis, moi, j'investis moi-même à Paris, d'ailleurs, au passage aussi. Mais c'est important parce que je pense que ce que tu dis là, et tu vas me dire si je me trompe, c'est surtout pour les premiers biens. Pour le lancement, d'être à 1 heure.
oui et non. Mais en fait, ma logique, c'est l'exponentialité et la simplicité. C'est-à-dire que tu repères ce qu'on appelle un marché inexploité, un marché avec du potentiel où tu peux améliorer l'offre. Encore une fois, on revient sur l'innovation. Donc, on fait très simple. On a un marché où les biens en location ou les biens en vente sont de mauvaise qualité. Il n'y a pas des biens haut de gamme. Donc, on a tout un logiciel également d'analyse qu'on met à disposition de nos élèves là-dessus. Okay. Tu fais des tests sur 4, 5, 6 marchés autour de chez toi. Tu en trouves un. Très bien. Une fois que tu as ça, tu passes sur la constitution de ton réseau off-market, l'analyse des projets qui vont tomber, et après l'achat, la rénovation, la location ou la revente. Okay. Donc on guide et on accompagne là-dessus. Donc on a des référents personnalisés sur WhatsApp qui te répondent par WhatsApp. Okay. Moi je fais des retours également en vidéo, donc avec des consultations. Donc tu m'écris un message en fait sur un système de questionnaire et moi je réponds en vidéo à ta question. Donc tu dis ok, j'ai visité tel immeuble, voilà les datas, voilà les photos. Qu'est-ce que tu en penses? Et moi j'aide la personne à analyser correctement son projet, voir les angles morts qu'elle n'aurait pas vus, voir les erreurs potentielles, voir les points également de friction et le potentiel qui peut être exploité, et j'aide la personne là-dessus. On a également des appels téléphoniques, bref on a des lives, on a vraiment tout un écosystème autour de ça. Et pour revenir à ce que tu disais, oui, l'exponentialité, parce qu'une fois que tu as un marché en fait qui est intéressant, moi dans mon cas, j'investis en Ile-de-France comme je disais, mais de base moi j'investis dans la région de Lyon, je suis lyonnais aussi, à 1 heure de Lyon, et j'ai acheté quasiment tous mes biens dans cette région. Tous et dans un rayon de 5 km. Marc, mon associé, il a acheté tous ses projets d'achat-revente dans un rayon de 5 km. Et il a fait plusieurs millions d'euros avec ça. Où ça? Dans quelle, par exemple? Région parisienne. Ok. Ouais. Okay. En région parisienne, je ne peux pas trop dire où. Oui, non, mais non, voilà, ouais. à 1 heure de Paris. Okay. Donc on est vraiment à 1 heure de Paris. Donc pareil, ceux qui vivent dans Paris, encore une fois, on est même à moins d'1 heure, on est à 30 minutes de Paris. Donc pas d'excuse, tu vois. Et lui, il a fait vraiment tous ses projets. Et moi, à chaque fois, j'hallucine, c'est qu'il y a un truc qui est drôle, c'est il appelle les projets de Lambert. Donc Lambert 1, Lambert 2, Lambert 3. C'est 3 projets qu'il a réalisés dans la même rue. Ah oui, d'accord. Et il a fait 200 000 euros de plus-value dans une seule rue. Pour te dire. Rue de Lambert. De la même ville. Et vraiment à 100 mètres, tu vas à pied entre les maisons, quoi. Et on a mis les 3 projets sur YouTube. Donc vous pouvez voir les vidéos, les achats-reventes, les plus-values, etc. Ça veut dire qu'il est attentif, particulièrement. En fait, il attend une occasion. Donc, c'est-à-dire, donc, ok, donc t'es obligé. Donc, faut pas être trop pressé, par exemple. Faut déterminer un projet. En fait, encore une fois, quand tu as le réseau off-market, dès que tu as un bien intéressant qui sort dans le secteur, tu es le numéro 1, tu es averti en premier. Okay. Donc, bon, voilà, c'est là le gros avantage. Ouais, c'est ça, d'accord, ok. Donc, ok, je continue sur ta partie entrepreneur. Ouais. Donc, tu fais de l'argent avec ça, donc en apprenant les clients, donc satisfaction immédiate obligatoire, satisfaction, construction d'une marque, la marque, donc stratégie immobilier. Ouais, c'est ça, tout à fait. On a vraiment centré tout là-dessus. En fait, au-delà, moi j'ai pas voulu centrer ça sur mon image, c'est pour ça que la plupart d'entre vous, je pense, ne m'ont jamais vu physiquement en fait, ma tête. Il y a très peu de vidéos où j'apparais finalement. Alors on a la chaîne YouTube où on fait des études de cas, où je vais rencontrer les élèves, je vais visiter leurs projets, mais on a vraiment misé sur l'aspect marque et sur l'aspect réussite client. Ça a vraiment été le cœur de la stratégie. D'ailleurs, si vous allez sur la chaîne YouTube, vous verrez plus de vidéos avec des clients que des vidéos de moi en fait. Moi, finalement, je suis très peu présent sur la chaîne YouTube. T'es pas mégalo narcissique, quoi. Je pense que t'as du tour. Non, mais voilà. Donc, vraiment, on a centré, au lieu de centrer sur, ok, moi j'ai fait ça, moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ci, j'ai fait ça. Nos clients fait ci, nos clients fait ça. Parce qu'au final, la personne qui va regarder nos vidéos, il s'en fout en fait que moi j'ai acheté, là j'ai 35 biens, super, très bien, merci Baptiste, bravo. C'est intéressant, mais ce qu'il veut voir aussi, c'est qu'est-ce qu'un mec comme moi qui part de zéro peut faire grâce à vous. Et au final, nous on a centré là-dessus, et c'est pour ça qu'on a aujourd'hui, je pense, la plus grosse bibliothèque d'études de cas en France. Tu vois. Ouais. Et je rajouterais qu'en fait, ce qui est important, c'est là où les gens confondent souvent, et que t'as pas fait cette erreur, entre guillemets. Alors j'en sais rien, je suis pas dans le truc du branding, machin. C'est que en fait, tu crées ton personal brand via tes voyages, mais en fait, tu affiches qu'un côté inspirant et pas un côté la réussite est dans l'inspiration, mais finalement, ton produit, c'est pas toi, c'est c'est stratégie immobilier, c'est l'accompagnement. Et du coup, tu te sers d'un levier qui est voyage, de ce que tu fais, de ce que ça te permet de faire, mais tu le valorises en tant qu'outil, pas en tant que réussite. Alors quelque part si, mais pas en tant que réussite de j'ai fait ça parce que machin, parce que non, c'est ça me permet c'est l'outil de ma marque qui me permet ça, et non pas c'est moi qui donc faites ça. Tu vois, en fait, de toute façon, je veux dire, c'est pas par altruisme que je fais, c'est par logique business. C'est-à-dire que une personne qui va voir ce podcast, mes contenus, peu importe, encore une fois, qu'est-ce qui est plus puissant pour elle? Est-ce qu'elle a envie de voir Baptiste qui réussit, ou est-ce qu'elle a envie de voir des élèves et des personnes qui lui ressemblent qui réussissent? Nous, sur les études de cas, on a des gens, on a des couples qui ont 25 ans, on a des couples qui ont 60 ans, on a des hommes seuls qui ont 20 ans et qui ont 50 ans, on a des femmes seules qui ont 20 ans, on a des couples de femmes, des couples d'hommes, on a de tout, tu vois. On a absolument de tout. Et en fait, n'importe qui regarde une vidéo, alors je dis pas qu'il aura 10 000 exemples, mais si toi, Cyril, qui est entrepreneur, tu vas trouver un mec qui te ressemble dans les vidéos de cas, forcément. Si toi qui nous regardes, tu as 25 ans, tu es un homme et tu es salarié, tu trouveras un mec qui te ressemble dans les vidéos de cas aussi. Et en fait,
pour moi, d'un point de vue marketing, c'est plus puissant en fait. Encore une fois, je fais pas parce que je veux pas me mettre en avant. Oui, c'est pas trop mon truc. Je pense que tu as compris, on est un peu similaire là-dessus. On n'est pas trop, voilà, c'est pas trop mon délire de raconter ma vie, etc. Par contre, je préfère montrer des réussites et en plus, il se trouve que c'est plus puissant d'un point de vue marketing. Tant mieux. Les deux vont ensemble, tu vois. Et je comprends pas en fait pourquoi il y a pas plus de personnes qui font ça en fait, qui montrent des résultats. J'ai ma petite idée, mais voilà. Mais en tout cas, nous, on a misé tout là-dessus et ça nous réussit extrêmement bien, et c'est pour ça aussi que finalement j'ai pas besoin de me montrer sur des pubs. Alors nous on a pour ceux, je pense que qui nous regardent, qui sont assez axés là-dessus, marketing, pub, etc. Nous on a touché des dizaines de millions de personnes en France. Je pense qu'on a touché toute la cible immobilière en France, donc peut-être 30 millions de personnes environ en termes de publicité. Et pour autant, vous ne m'avez probablement jamais vu. Parce que c'est pas un angle que je prends de me montrer moi et de montrer mes réussites, mais plutôt ce que font nos élèves et ce qu'on propose en termes d'accompagnement. Ok, alors moi je vais appuyer là-dessus. Moi, c'est souvent tu vois, c'est ça que je respecte beaucoup chez les entrepreneurs qui réussissent, c'est ça. C'est que toi, tu as un levier. Aujourd'hui, par exemple, en fait, on se correspond beaucoup sur ces sujets-là. Par exemple, tu n'as pas beaucoup d'audience sur YouTube, machin, tu as tout ça, voilà. Et du coup, tu vas faire un leverage pour aller faire de l'argent qui est via de la publicité. Et ça, moi, c'est un levier que j'arrête pas d'expliquer. C'est que c'est pour moi le meilleur levier. La publicité. Je ne crache jamais sur l'organique, mais pour moi, l'organique est un complément. C'est pas une stratégie à part entière. Alors que la publicité, c'est une vraie stratégie qui permet d'avoir un levier. Est-ce que tu peux nous détailler ça, par exemple? Peut-être je me trompe, je n'ai pas la connaissance de ça pour toi, sur ton cas. Tu as commencé, tu as dit, OK, d'où vient cette sensibilité publicitaire en mode j'appuie sur de la pub, ça doit être mon levier principal, etc. Je pense que ça part d'un défaut en fait. Ça part d'une faiblesse qui est que moi, la création de contenu, comme je te l'ai dit, me mettre en avant, personal brand, c'est pas mon truc. Ça me fait pas kiffer, j'ai pas envie d'être connu, tu vois, c'est pas trop mon truc. Donc déjà de facto, je préfère cet angle-là. Première chose. Et deuxième chose, en fait, je trouve que l'organique c'est très bien. Moi, encore une fois, je suis comme toi, je crache pas dessus, je trouve ça génial. Et aujourd'hui, de facto, on a créé l'organique. Bien sûr. On a. Grâce au levier pub, notamment. Voilà, exactement. Grâce au levier pub, puis grâce aussi au contenu, les podcasts, voilà, les vidéos YouTube, le SEO, etc. On a développé ces axes-là aussi qui sont importants, je trouve. Qu'est-ce qui m'a fait développer la pub? En fait, c'est un leverage qui est infini. Et en fait, il y a un truc qui ment pas, c'est que si ta publicité elle marche, si tu as des clients qui rentrent, si tu arrives à leverage sur des montants élevés, enfin sur des audiences élevées, c'est que ce que tu fais est bien. C'est-à-dire que si tu fais de l'organique et que tu vends, entre guillemets, tu le sais très bien, quand tu as une audience organique, tu peux toujours vendre. Tu vendras toujours, tu seras capé par ton audience, mais tu peux toujours vendre. Mais ça veut pas dire que ton offre est bonne. Exactement. Parce que les gens t'achètent toi. Mass market. Ils achètent ton image. Quand n'importe quelle entreprise vend un produit, ce que les clients achètent, c'est pas le fondateur. Ils achètent le produit parce que ça résout un problème pour eux. Donc la pub, pour moi, c'est si tu arrives à performer en pub, c'est que ton produit est bon, si ton offre est bonne, c'est que tu réponds à un besoin. Et donc, pour moi, c'est une preuve d'autant plus de réussite de réussir à vendre justement principalement en publicité. Et au final, on a pu toucher toute l'audience et on a aujourd'hui énormément d'élèves et la plupart viennent de ces canaux-là. Et après, ils nous suivent en organique sur nos différents contenus, etc. Donc, on fait les deux. Mais après, d'où ça m'est venu pour te dire, franchement, c'est juste que ça fonctionne en fait. J'ai testé ça a fonctionné, j'ai optimisé pour que ça fonctionne bien. Puis aujourd'hui, c'est un angle qui permet d'avoir aucune limite, de toucher tout le monde et d'aller toucher également des gens qui ne s'intéressent pas forcément à l'immo. Et ça, c'est aussi un point qui est important, c'est que l'organique, tu es capé par le marché qui s'intéresse à ce que tu fais. Oui, alors là, je vais préciser deux choses très intéressantes. Et ça, c'est un sujet que j'adore en marketing. C'est en fait, au départ, moi, je trouve ça presque une hérésie de commencer sans publicité. Pourquoi? Parce que la publicité te permet tout de suite d'avoir du trafic. Quand tu sais pas, tu peux tester. 80% des gens qui se lancent, ils vont faire du contenu machin parce que c'est gratuit. Mais s'ils faisaient de la pub, bien intelligemment bien sûr, tout de suite il y aura un levier. Moi je vais donner un exemple très simplement. Web de fou, j'ai lancé, j'ai tout de suite fait 100% d'ads. Aujourd'hui mon audience, alors maintenant je fais un peu d'organique gentiment, mais le levier de l'ads m'a permis tout de suite d'avoir un effet brasier. Et bien évidemment quand c'est bien géré, etc. Et donc je vais venir là-dessus. C'est souvent ce que je dis, c'est que en fait, la publicité, c'est mass market. Et tu le dis d'un point de vue, on peut toucher des gens partout, etc. Mais ça ne marche que parce que tu as travaillé, en fait, je vais dire un marketing, mais c'est péjoratif. C'est tu as travaillé une offre, un discours qui te permet de toucher des gens. Parce que ce qu'on vend aussi est mass market. L'immobilier, ça touche tout le monde. Et on sait qu'aujourd'hui, en France, les gens qui veulent créer une activité à côté, ils pensent à l'IMO. Parce que l'IMO, c'est rassurant, c'est tangible. Et tout le monde connaît quelqu'un, au moins une personne, qui fait l'IMO. Donne tes chiffres. J'aime bien parce que la dernière fois, tu en as donné. Combien de personnes ont une RP et combien de personnes ont une résidence secondaire en France, par exemple? Qui ont une RP propriétaire? Ouais. Waouh, là tu me. Non, je crois que c'était pas 70%, c'est pour ça que tu me disais. Ouais, 70% des gens. Et après, tu veux dire une résidence secondaire, ce dont on parlait hier? Ouais.
Ah oui, le nombre de personnes qui ont un investissement. Ouais, voilà. On a, je crois, 30% des Français, il faudra vérifier, hein, on mettra un fact-check, mais je crois que 30% des Français ont un investissement ou un deuxième bien. Ce qui est énorme. Ce qui est énormissime. Et je vais donner une stat Par similaire. rapport au reste du monde, c'est énorme. Je vais donner une stat similaire de 30%. C'est 30% du trafic web est sur le porno. Waouh, ok. C'est pas ça. Non, mais pour moi, tu vois, c'est des signes. Tu vois, tu peux donner un 30%, c'est des signes. C'est un Pareto après. Mais c'est un signe de mass market. Ouais, c'est vrai. Tu vois, par exemple, est-ce que 30% des gens ont un frigo chez eux, tu vois? En fait, c'est ça, en fait, c'est bête, hein. Mais non, mais dans le sens où on a tous un frigo, on a tous des choses, etc. Et donc il y a des choses à aller chercher. Après, c'est la concurrence. Comment tu as géré ta concurrence via ton offre? Justement, je voulais faire un point qui est en lien avec ta question en plus et avec ce qu'on disait avant, c'est que peu de personnes imaginent la puissance également du levier pub, parce que, aujourd'hui, on est encore dans une société pour l'instant où, d'un point de vue marketing, réseaux sociaux, on accorde beaucoup d'importance à l'audience. Ouais. Et ce que tu disais par rapport à YouTube, nombre d'abonnés, etc., les gens ne soupçonnent pas à quel point on peut avoir une audience énorme avec des pubs sans avoir des dizaines de milliers d'abonnés sur YouTube, par exemple. Et faire beaucoup plus, et avoir beaucoup plus de clients que des personnes qui ont des audiences beaucoup plus grandes. Mais c'est souvent même l'exact opposé. Oui, je trouve aussi. Et ça, c'est assez drôle. Et en fait, beaucoup de personnes nous disent, au téléphone, on a des personnes qui disent, ah ouais, mais vous avez tant d'abonnés, etc. On doit avoir, je sais pas, 12 000 abonnés sur Insta, etc. T'as des gens qui en ont 100 000. Donc ils disent, ah ouais, mais on a des gens qui ont plus d'abonnés. On fait, ouais, mais regarde, par exemple, oui, telle personne a fait tant de vues, etc. Oui, mais nous, par exemple, nos vidéos, elles font 10 millions de vues, 15 millions de vues, tu vois, certaines vidéos. Parce que justement, on les diffuse à la France entière. Et ça, c'est une vraie preuve de mass market. Quand tu peux diffuser à 15 millions de personnes et continuer de le faire, ça veut dire que ton marché est énorme et ça veut dire que tu intéresses beaucoup de monde. Tu n'intéresses pas juste les gens de la micro-niche immobilière. Et au début, c'est ce que je faisais. Au début, je faisais ça. Quand je vendais mon logiciel, je ne ciblais que des gens qui étaient déjà investisseurs, logique. Je ne vais pas vendre un logiciel à des gens qui ne connaissent même pas l'immobilier. Aujourd'hui, je m'intéresse vraiment à une cible beaucoup plus large. Ouais, bien sûr. À des gens qui connaissent l'immobilier, parce que tout le monde connaît l'immobilier, mais qui disent, oh, mais comment ça marche? Comment on fait vraiment de l'argent concrètement en immobilier? Et là, moi, je leur enseigne en fait ça dans mes vidéos, dans mes contenus. Et après, s'ils souhaitent être accompagnés, on les aide. Quand on a un produit qui marche et que tu arrives à le diffuser, c'est forcément que tu as un produit avec une bonne offre, une bonne copie, quelque chose qui fonctionne. Et on a travaillé ensemble, notamment sur l'email. Tu m'avais pris quelques prestats sur le sujet. Et on avait vu, tu vois, sur une audience cold, donc vraiment à froid de l'email. Donc je précise pour ceux qui ne comprendraient pas, on a des bases de données immobilier, de beaucoup de choses, peut-être rien à voir, etc. On a différents cibles d'intérêt. Et le but, c'est d'envoyer, par exemple, sur ton offre, etc. Et que derrière, tu aies des gens et que tu puisses leur vendre un accompagnement, etc. Machin. Et je dis ça parce que si ça marche pour moi en email, moi, toi tu vas faire un levier pub, etc. Moi j'ai un levier qui me permet d'aller beaucoup, algorithmique, j'ai un levier qui me permet d'aller tout de suite voir si une offre marche. C'est sur un mois, voir si par exemple le client est content sur des gens qui n'auraient jamais touché différemment en direct en email. Et ça me permet de tester un mass market. Et le fait que je sais que ça avait bien marché au départ, ça a bien marché, c'est que justement c'est que ton offre est bonne. Et un truc comme ça, pour moi ça c'est révélateur. C'est-à-dire que tu vois, tu as des gens qui vont faire beaucoup de Facebook Ads, mais qui vont se limiter sur leur. T'es capé en termes de budget parce que du coup tu veux pas scale. En fait. Et parce que t'es pas mass market. Et toi, t'arrives justement, t'as pris une presta et tout de suite, forcément, ça marche parce que ton offre est bonne en mass market. Alors après, qu'elle soit parfaitement adaptée à un canal. La question, c'est bon. J'ai trouvé. Par rapport à la concurrence justement. Et par rapport à la concurrence, alors justement, voilà, c'est lié. Comment tu gères ta concurrence alors? Enfin, comment t'es arrivé? Attends. Comment t'es arrivé dans ta concurrence? T'as géré ta concurrence au départ? Moi, je ne l'ai pas géré en fait. Il y a plein de personnes qui parlent d'immobilier en ligne. Et en fait, moi, j'ai pris des axes qui étaient différents déjà, parce que je faisais des choses différemment. Le off-market, c'est nous qui l'avons démocratisé en France, tu vois, en tout cas à grosse échelle. Évidemment, ça existait déjà. Je ne dis pas que ça n'existait pas. Je veux dire, le terme off-market et le démocratiser au grand public, c'est nous qui l'avons fait. L'aspect achat-revente, on a explosé aussi là-dessus parce que très peu de personnes, voire aucune, parlaient d'achat-revente, de marchand de biens. Donc le fait d'acheter des biens et de revendre plus cher. Donc c'est vraiment une activité commerciale pour le coup qui rapporte rapidement en fait. C'est vraiment, ça s'apparente beaucoup à ce que tu fais toi, du commerce. Tu achètes un produit, un service, tu le revends. Très simple. Ça aussi, donc on a pris cet angle-là. Et puis, comme je te l'ai dit, ce qui nous a beaucoup positionné et beaucoup mis en avant, c'est la réussite en fait, avec le temps, la réussite client. Comme je te dis, aujourd'hui, on a on aura 200 vidéos d'études de cas. C'est énorme. Sur la chaîne YouTube, on a 35 ou 40 ou 50, je sais plus, en professionnel, vraiment tourné avec un pro de la vidéo, etc. Et on a des dizaines, voire des centaines d'autres qui sont en vidéo, Zoom, etc. Et c'est pas des études, c'est pas des vidéos, comme je dis souvent, c'est pas des vidéos témoignages où le mec dit ah super, l'information elle est top. Non, c'est des vidéos de quelqu'un qui dit j'ai acheté dans leur ça. bien quoi. J'ai acheté ça, voilà les chiffres, etc. Et quand on fait des vidéos YouTube, on va voir le client chez lui.
avec notre équipe. Alors évidemment, tout le monde ne le fait pas, malheureusement. Ouais. Vous en doutez, hein, si on a 40-50 vidéos YouTube, ça veut dire qu'on en a des centaines de plus qui ont acheté mais qui ne veulent pas être diffusés. Et ça, on comprend tout à fait, on respecte le choix de chacun. Moi, le premier, je passerai pas, je dirais pas. Bien sûr, mais je comprends. Chacun sa confidentialité, il y a les relations familiales, on est en France. Et ça rejoint la logique de off-market. Il y a des trucs qu'on ne va pas montrer, etc. On veut cacher, etc. Et ça, je comprends, il n'y a pas de problème avec ça. Et donc, on arrive quand même à avoir beaucoup d'études de cas et de montrer en fait des projets concrets. Et c'est ça en fait qui fait notre force, c'est qu'aujourd'hui, comme je te l'ai dit, on a tous les profils qui ont acheté des projets, qui ont fait des réalisations. Et une personne qui arrive et nous découvre, il va trouver une personne à qui s'identifier. Et nous, c'est ce qu'on veut. On veut pas qu'on s'identifie à Baptiste ou à Marc ou à quoi que ce soit. On veut qu'ils s'identifient à des clients qui ont réussi. Des élèves. Voilà. Compris le positionnement. Voilà. Ok, partie marketing, offre. Partie structuration, comment tu es structuré aujourd'hui? Alors, je précise. En gros, tu as un associé, tu as 10 salariés, tu as la structuration. Okay. Alors, pour l'instant, je n'ai pas d'associé. Donc, Marc est un partenaire. Donc, on est partenaire sur tu es seul dans ta boîte, mais je suis seul actionnaire pour l'instant. Tu as des partenaires, donc. Voilà. Et puis, on est structuré en France. On a des boîtes en France, etc. L'immobilier aussi, même chose. Alors, j'ai la majorité de mes biens en France. Comme tu sais, j'ai également une villa à Bali, mais sinon, tout est structuré en France. Et après, nous, on travaille avec des partenaires. Donc, on est vraiment sur une vision. En fait, c'est logique, hein, en lien avec ce qu'on prône, la liberté, le fait d'être indépendant, etc. Nous, on bosse avec des indépendants. C'est totalement en lien avec ce qu'on propose et on ne veut pas que nos équipes soient dans une logique différente. Alors, justement, je précise dans ce cas ma question. Nos équipes, c'est-à-dire, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, comment tu es structuré? Tu veux dire d'un point de vue concret? Oui, voilà. Ok. Alors, toi, tu as un bras droit. Exactement. Voilà. J'ai un bras droit que tu connais d'ailleurs. Ouais. J'ai des personnes, donc des référents. Ça, c'est un point qui est important aussi. Donc, on a des référents qui s'occupent en privé de nos élèves. Donc, qui sont en fait sur WhatsApp, qui ont contact direct avec tous nos élèves. Donc, dès qu'un élève rentre, un référent lui est attribué automatiquement dans la minute. Il reçoit un message WhatsApp de la part du référent qui lui écrit personnellement. C'est un message automatisé, etc. C'est vraiment le référent qui lui écrit. Un appel est programmé avec ce référent-là. Très bien. Voilà. Donc, c'est quoi? C'est plutôt des sales, du coup, des sales. Pas du tout. Non, là, c'est vraiment référent purement suivi client. Enfin, qualité. Vraiment, relation client. Voilà. J'expliquerai la partie commerciale après si tu veux. Et ces référents-là vont suivre pendant toute son avancée d'information l'élève. Donc, dès qu'il a une question, il lui écrit sur WhatsApp. Le référent, soit il répond directement à la question, soit il réfère à une réponse que nous, moi ou Marc avons déjà fait. Soit il réfère vers des consultations vidéo, comme j'expliquais au début, où je réponds en vidéo. Soit après, soit je réponds en direct en fait. Et il nous renvoie la question. Donc il y a des réponses quotidiennes à toutes tes questions via ce système-là. Tu as accès à la formation, tu as accès à tout ça. Donc on a ces référents-là. Il y a Marc et moi-même qui faisons donc les lives, les réponses aux questions, le suivi des élèves. On a des conseillers qui ont au téléphone des personnes qui s'intéressent à la formation, donc ils vont les écouter et leur proposer d'accéder à la formation derrière, logique, qui est une grande partie de l'équipe évidemment, donc qu'on voit régulièrement, qui sont à distance, mais qu'on voit régulièrement. Tu vois, il y a 2 ou 3 semaines, on a fait un séminaire à Annecy par exemple, les zones que tu connais bien. On a fait un séminaire donc d'équipe là-bas où on se retrouve tous les trimestres, tous ensemble avec à la fois Marc ou moi-même et les équipes qui travaillent avec nous. Alors, en mode, je fais exprès. En mode PowerPoint, c'est bien les gars, plus 0,8%. Non, en mode vraiment. Alors, on a plusieurs types d'événements. On a l'événement vraiment team building où là, on s'éclate. C'est vraiment ok. Parce que vu qu'on se voit pas souvent, finalement, c'est cool aussi de se rencontrer, de discuter, etc. Le but, c'est de faire. Moi, de mon côté, ce que je montre, c'est les updates de l'entreprise, sur quoi on évolue, les points qu'on travaille. Et après, retour des équipes sur les prospects qu'on a, comment travailler mieux, comment améliorer l'offre. Ça, c'est un point qui est également, c'est vrai qu'on a parlé de la concurrence tout à l'heure, mais un point qui est essentiel, c'est le travail sur l'offre. Parce que l'offre, c'est bien pour vendre, mais c'est bien aussi pour avoir des résultats. Et en fait, on a également des retours des conseillers qui nous disent ah ouais, mais les élèves, ils nous font souvent cette demande-là. Ok, très bien. On va améliorer l'offre pour apporter une solution à ça. Et en fait, on a itéré, ça fait 4 ans qu'on fait ça, on a itéré une offre qui aujourd'hui est performante de par justement ces retours concrets qu'on a de par nos équipes. Ok, donc en haut, on va dire ton réseau partenaire. Associé, partenaire, off-market, on va dire B2B. Ensuite, donc un bras droit qui t'épaule, qui est transversal à toute chose qu'on va faire. On a une équipe sur la partie marketing aussi, bref. Ok, alors attends, justement. Ensuite, donc tu as une équipe marketing, tu as une équipe conseillère, une équipe relations clients, j'essaie de la faire simple. C'est ça. Ok, et en dessous, donc, tes clients qui. Et c'est tout. C'est ça. C'est très simple, c'est un système qui est extrêmement simple. Franchement, on a voulu simplifier dans la même optique que ce qu'on enseigne. Non, mais c'est ce que je veux démontrer, c'est que finalement, c'est un système qui est très basique et qui fonctionne très bien. Et à partir du moment où on travaille bien l'offre, à partir du moment où on prend une position. C'est le plus important en fait. Voilà, et qu'on arrive à construire un bon message. C'est pas plus compliqué que ça. En fait, on en revient à des choses. C'est qu'il y a un peu cette image sur la formation de, comme tu l'as dit, personal brand, se montrer, etc., etc. C'est vrai que c'est assez fréquent, mais on en oublie, je trouve, la notion entrepreneuriale qui est, à la fin de la journée, un entrepreneur crée un produit, fait la satisfaction client et vend plus de produits parce que les gens sont satisfaits. À un moment donné, il n'y a pas de secret. Tu vois. Comment tu gères ta LTV client? Moi, c'est un sujet qui est très mal. C'est une erreur pour l'instant, donc on met des choses en place actuellement, mais c'est-à-dire que nous, on n'a pas de système où
où on va vendre. Alors, je sais que d'autres le font. Mais... Attends, je te coupe, je me permets. LTV, je le précise. Oui, long time value. Ouais, ou lifetime c'est ok, tu as vendu à un client, par exemple, un accompagnement. Comment est-ce que tu peux revendre quelque chose, ou s'il est satisfait, qu'est-ce que tu veux lui proposer de manière supplémentaire? Quel besoin tu peux répondre? Déjà, d'un point de vue perso, j'ai pas envie que le mec ou la meuf achète le produit, dise ok, j'achète la formation, trop bien, et 2 semaines plus tard, on l'appelle, ouais, alors en fait, est-ce que tu voudrais pas acheter ça en plus? Bien sûr. Je trouve que nous, on a un positionnement haut de gamme là-dessus, donc on veut pas tomber là-dedans. Donc, en fait, tout est dans le produit. C'est-à-dire que tu payes la formation, avec l'accompagnement, etc. Tu as tout. Il n'y a pas de ok, ah non, mais j'aimerais bien avoir un contact privé avec Marc, un appel. Non, c'est inclus. Tu as un appel, c'est inclus, etc. Je voudrais ci, je voudrais ça. Non, tout est inclus. En fait, on a vraiment packagé l'offre à ce niveau-là. Sauf, bien sûr, les personnes qui veulent dire je voudrais que vous trouviez le bien, qu'on fasse du clé en main, ça en fait pas. Ça en fait pas, on n'a pas d'offre là-dessus. On pourrait le faire, c'est pas du tout une volonté de ma part, mais on pourrait le faire. Alors, donc, on n'a pas d'autres offres pour répondre à ta question. On a des offres moins chères, qui sont le logiciel, les outils et quelques autres petits outils d'investisseurs qui ont pour but de proposer des choses très spécifiques et éventuellement donner envie également de rejoindre la formation complète. Mais sinon, on n'a rien d'autre. Très bien. Moi, dans les long term value, en général, j'ai réfléchi via les évolutions clients. C'est-à-dire, c'est pas une question de pousser des produits en mode allez, je vais te vendre mon réseau partenaire, allez, je vais te chercher ton bien et tout. Ça, c'est un peu une perte de temps à mon sens. C'est-à-dire, c'est très infopreneur ça. Tu sais, en mode je vais machin. Tu oui, mastermind, machin. Mais en fait, c'est pas le. Moi, je trouve que d'un point de vue satisfaction client, c'est pas bon. Non, je suis d'accord. Mais moi, par contre, d'un point de vue évolution, n'importe quel produit, moi, là où je diverge là-dessus, c'est que sur de l'accompagnement long terme, c'est-à-dire l'évolution de tes clients, et je vais donner un exemple tout bête, les mecs font de l'argent. Tu vois, les entrepreneurs, par exemple. Sur les entrepreneurs, tu peux très bien continuer. Tu peux t'associer, par exemple. Toi, qui est là, oui, mais même autre. Tu peux, par exemple, les aider ou les référer, peu importe le système. Comment tu appelles ça dans leurs investissements. Si les mecs ont un peu d'argent, tu parlais de plusieurs dizaines de millions tout à l'heure. Ou si ce n'est pas le cas, créer de la crédibilité auprès d'autres partenaires. Et donc, on va y venir. Et c'est là où je vais venir justement. C'est, par exemple, tu as des gens qui vont te parler d'un produit, etc. Ils ont un réseau, par exemple, de fonds ou de start-up ou de venture capital, etc. Parce que tu rencontres des gens qui ont de l'argent pour faire ça. Et donc, tu as quand même une long term value. Tu dis que tu n'en as pas. Mais donc, du coup, que tu pas assez travaillé, pardon, excuse-moi. Mais par contre, du coup, c'est là où j'aimerais. Il y a des possibilités, je suis d'accord avec toi. Il y a des possibilités. Je suis en train d'en mettre en place actuellement. Et c'est ce vers quoi je veux basculer. C'est que du coup, donc, tu fais de l'argent donc, principalement avec ça. Et ensuite, donc, qu'est-ce que tu fais de ton argent? Tu réinvestis dans l'immobilier. Voilà. Exactement. Et quoi d'autre? Alors, plusieurs choses. Donc aujourd'hui, je pense que je sais que je peux le préciser, je l'ai pas dit, mais tout ça est constitué sous forme de groupe, bien sûr. Donc c'était là, j'en ai d'autres aussi, dont je peux pas forcément parler ici. Donc qu'est-ce que j'ai de mon argent? Première chose, l'immobilier, évidemment. Donc j'ai continué d'investir en immobilier. Tu vois, j'ai acheté pas mal de biens, ne serait-ce que l'année dernière, j'en ai acheté. Une dizaine, je crois, d'appartements l'année dernière, tu vois, donc j'ai bien continué. T'achètes cash à crédit? Non, crédit. Non, je fais exactement, j'utilise ma stratégie. Je fais rien de différent, sauf Bali qui est une exception, mais sinon tout le reste c'est achat à crédit, classique, 20 ans, pas ou peu d'apport, et voilà, logique simple, rentabilité. Je te coupe et je précise un truc parce que c'est forcément une question qui va venir à l'esprit, même si j'ai la réponse, forcément, c'est d'accord, est-ce que je vais faire le gars qui va pas comprendre, c'est vrai? Une objection. Le fait que tu appliques la même stratégie et que tous tes élèves appliquent la même stratégie, comment tu gères le fait que tout le monde applique la même chose et qu'en gros tu es en concurrence avec tes propres élèves sur des biens? Voilà. C'est une objection de base. C'est marrant comme question. Mais en fait, cette question, elle est cohérente, elle est logique, elle vient d'une incompréhension de ce qu'est un marché. En fait. Absolument. L'immobilier en France, il y a autant de biens immobiliers que d'habitants. Oui. Tu vois? Donc en fait, tu as un marché qui est énormissime, et ça, moi j'ai des élèves des fois qui me sortent ça, qui me disent ah ouais, mais est-ce qu'on va pas être en concurrence, etc. Mais en fait, vous vous rendez pas compte à quel point le marché est énorme. Le marché est énormissime, il y a de la place pour tout le monde, et même si nous on a beaucoup de succès, on a beaucoup d'élèves, malheureusement pas suffisamment pour créer un monopole en France sur l'investissement immobilier. J'aimerais bien, ce serait à terme, si on pouvait atteindre une efficience de marché là-dessus, ce serait top. Mais des biens à améliorer, il y en aura toujours, des bonnes affaires, il y en aura toujours, des réseaux market, il y en aura toujours, et à moins de mettre 10 000 personnes dans la même ville, il y a peu de chances de saturer ça. Bien sûr. Donc ouais, en fait ça s'explique par la taille de marché, tout simplement. Je précisais, donc je ferme la parenthèse là-dessus. Non mais c'est intéressant. Et puis en plus, on ajoute à cela le fait que tout soit très géographique. C'est-à-dire que toi Cyril, tu viens des Alpes. Dernière ville que j'habitais, oui. Ouais, ok. Donc t'es je suis de Bourgogne initialement, mais. D'accord. Voilà. Mettons t'es de Bourgogne, très bien. Ouais. Si tu vis à Dijon, tu vas investir autour de Dijon. J'étais pas très loin. Bon voilà. Si tu vis à Avignon, je sais que tu connais aussi, tu vas investir autour d'Avignon. Tu vas pas aller investir à Dijon, ça n'a aucun sens. Donc nous, nos élèves sont partout en France. On a une carte d'ailleurs, on a tout cartographié. Ouais. On a partout, mais vraiment partout, en Bretagne, dans le Sud-Ouest, etc. On a dans tous les endroits. Et du coup, en fait, t'as pas une concurrence. C'est pas comme si
t'enseignais à quelqu'un de vendre, je sais pas, un micro par exemple, et que tu disais, ok, vous allez vendre un micro en France. Ouais. Bah, c'est sûr que si tu as 10 000 élèves qui vendent le même micro dans le même Oui, pays, bien sûr. sur un marché qui est similaire, ça va être compliqué, Bien tu sûr. vas saturer. Si tu as des élèves partout en France qui vont chacun avoir des marchés différents, d'ailleurs, c'est très rare quand j'y pense que j'aille visiter des élèves qui vont acheter dans la même ville qu'un autre élève. Je crois que c'est pas arrivé encore, tu vois. Donc, Ouais. pour l'instant, on est loin Oui. d'arriver à ça. Ce serait Oui, bien, mais bien sûr. Ouais, bah, je te le souhaite. Donc du coup, je ferme la deuxième parenthèse. Donc Ouais. tu expliquais, t'achètes des biens, donc tu en as acheté ouais, alors j'ai des biens, donc même stratégie, etc. une dizaine, tu m'as dit, c'est ça? L'année dernière, Ouais, une dizaine d'appartements. Une dizaine d'appartements. Donc une partie en Ile-de-France et une partie au T'achètes Pôle. des maisons? Non. À part Bali, non, j'ai aucune maison. Je fais que l'immeuble et un petit peu d'appartement en copropriété. Ok. Mais la base, c'est vraiment l'immeuble. Vraiment, c'est ce que je préfère. Tu payes moins cher au mètre carré. Alors pourquoi? C'est vrai que j'ai pas précisé. Pourquoi l'immeuble? Tu payes moins cher au mètre carré. Forcément, tu achètes en gros. Hein, c'est comme quand tu achètes des produits en gros, c'est Bien normal. Tu as le contrôle sur ton bien. C'est quand même un gros point positif. Et bah, tu gagnes du temps. Parce qu'au lieu d'acheter par exemple 5 appartements en copro, ça te prendra peut-être, allez, si t'es bon, 1 an. À acheter ces 5 appartements. Un immeuble, ça te prend 2 mois. Parce que tu achètes 5 appartements d'un coup, donc tu passes une fois chez le notaire, tu fais une fois le crédit, etc. C'est beaucoup moins de travail, c'est plus simple. Et en plus, bah, tu payes moins cher, donc tu es plus rentable. Oui, tu achètes en gros. Ouais. Tout à fait. Voilà. Okay. Et après, sur le reste de mon argent, qu'est-ce que je fais? J'investis aussi sur les marchés financiers, j'investis dans des startups. Alors attends, marché financier, bourse, ça veut dire? Bourse, tout à fait. Okay. Crypto? Crypto un petit peu, ouais. Un petit peu, mais pas beaucoup. Voilà. Et puis, qu'est-ce que je disais? Oui, startup. Donc j'investis dans des startups où je n'ai pas d'intérêt, enfin de conseils. Vraiment, j'investis vraiment purement en tant qu'investisseur, business angel. Ok. Alors attends, c'est-à-dire investisseur passif? Dormant? Tout à fait, ouais. Okay. Tout à fait. Majoritairement aux États-Unis et dans les pays émergents, etc. Ça, donc vraiment pas de contact direct avec les fondateurs. Et également, je fais de l'investissement dans des boîtes où je vais avoir un rôle de conseil, comme tu peux le faire toi, donc sous forme plutôt d'association. Ouais. Donc je vais mettre à la fois de l'argent et mon savoir sur le business, sur le marketing, etc., sur la création d'un système qui fonctionne bien. Ouais. Et je vais l'appliquer à des sociétés, des startups. Voilà. D'accord. Tu as une idée de leverage? C'est-à-dire, par exemple, tu as des choix, tu vas à l'opportunité en fonction de qui tu rencontres et des projets qui te plaisent, ou est-ce que tu as une stratégie liée par exemple à une sorte d'écosystème que tu peux créer? Par exemple, imaginons un logiciel immobilier. Ce serait bien. J'aimerais. C'est pour l'instant trop limité. Ouais. J'ai pas suffisamment de deals pour ça. Si évidemment je le trouve, ce serait exceptionnel, ce serait super. Mais non, pour l'instant c'est pas le cas. Je vais plutôt à l'opportunité et puis sur ce que je peux apporter moi en fait en termes de compétences. Ok. Si j'essaie d'aller un peu plus loin là-dedans, ça veut dire que du coup aujourd'hui tu investis dans des startups et du coup tu vas créer globalement, peu importe, un sorte de portefeuille. Je précise, c'est pas une activité principale les startups. C'est vraiment accessoire. Ouais, c'est vraiment l'investissement. Je l'ai précisé au départ, c'est ton activité principale et ensuite avec l'argent, qu'est-ce que tu fais? Du coup, cet argent-là, donc tu investis dans les startups, ok, à l'opportunité pour un peu faire de l'argent, rencontrer du réseau, peu importe. Et du coup, à terme, tu auras forcément des branches qui pourront se croiser. Tu construis ton écosystème comme ça. Et ce que je vois, je précise, c'est ce que je trouve très intéressant, c'est que moi, je l'ai pas du tout fait comme ça. C'est que, en fait, quelque part, c'est comme de la pub. C'est-à-dire que tu achètes finalement des produits, tu t'investis pas dans de la pub, mais dans des boîtes qui vont te créer finalement, tu vas sélectionner à un moment donné tes 20-80 et ça va te créer un écosystème au fur et à mesure qui va pouvoir se croiser. Ouais. Et ça, c'est très intéressant. Logique de groupe, puis il y a d'autres choses alors, dont je peux pas parler maintenant, mais d'autres logiques qui, pour le coup, se croisent encore plus. Et ça a un lien avec la LTV dont on parlait tout à l'heure. Ouais, d'accord. Ça, c'est en cours aussi. Donc voilà, globalement, comment j'investis mon argent et mon temps aussi. Voilà, donc l'immobilier, ce que je fais toujours. Et puis après, je diversifie évidemment, parce qu'avoir trop d'immobilier, c'est pas forcément non plus recommandé, mais comme n'importe quel actif, si tu mets tout dans un seul actif, c'est pas forcément bien. Alors je précise, ça c'est vrai, mais quand on commence quand même bien d'y aller franco dans un truc. C'est exactement ce que je fais. Moi j'ai fait all-in immobilier, bien sûr, j'ai pas de, voilà, il n'y a pas de souci. Mais par contre derrière, j'ai également réparti sur d'autres actifs quand j'ai commencé à grossir également et que mon immobilier commence à se payer aussi et que tu as de plus en plus de revenus qui viennent de ça. J'ai accompagné beaucoup de mecs, des cadres, sup, qui gagnaient très bien leur vie, des entrepreneurs vraiment blindés. Ils ont tous ce sujet de la diversification d'actifs, diversification de produits, sociétés, etc. Et du coup, il y a beaucoup de mélange au sein de tout ce que tu entends sur Internet. Quand on commence, il n'y a pas de diversification. Et c'est souvent une question que j'essaie de poser, c'est d'accord, à combien tu diversifies? Parce que ça n'existe pas. C'est-à-dire, en fait, il n'y a pas un chiffre, il n'y a pas un moment. C'est pour ça, ça c'est un truc que je me bats avec nos élèves, c'est de leur dire, choisissez une stratégie. Si vous prenez l'immobilier, très bien, vous avez raison, c'est une bonne chose, mais restez-y, quoi. Focus là-dessus. C'est important. Vraiment. Parce que c'est trop simple après de se faire avoir partout, à droite, à gauche. Ah, mais il y a les cryptos, mais il y a ci, mais il y a ça. Mais en fait, quand tu commences, mets tout dessus. En fait, c'est comme si, je prends sur cette analogie, tu es dans une forêt, tu dois sortir de la forêt, tu commences à marcher tout droit, puis tu te dis, ah bah non, du coup, je vais peut-être aller à gauche, ou je vais peut-être aller à droite, et en fait, je vais peut-être reculer. Et en fait, au final, tu fais juste perdre plus, plutôt que de suivre une direction où mathématiquement, si tu suis une direction, c'est peut-être pas le plus court,
c'est peut-être pas le mieux, mais tu sortiras forcément de la forêt, tu vois. Alors que si tu vas à droite, à gauche, tu ressors, tu reviens sur tes pas, etc., tu sortiras jamais de la forêt. C'est pas possible. Il y avait une émission, comment il s'appelle, avec Max, tu sais, le gars là, qui va dans la nature. Ah, Mike Horn. Mike Horn. Ouais. J'ai regardé un truc sur Mike Horn, tu sais, ils avaient fait une émission là avec genre des influx qui étaient au milieu de la jungle. Ouais, ok. Et il a expliqué, ok, t'es perdu au milieu de la jungle, je te fous au milieu de la jungle, qu'est-ce que tu fais, tu vois. Et c'est ça que je trouve toujours intéressant, c'est ce que tu dis. C'est qu'à un moment donné, quelle logique tu prends et il faut une stratégie. Alors, tu peux des fois tomber à côté, mais créer ta stratégie, enfin, suivre une méthode pour avoir une stratégie, par exemple, pour aller trouver de l'eau dans la jungle, Mike Horn, il sait faire, tu vois. Ouais, toi, demain, tu sais pas faire. Ouais, c'est ça. Et donc, du coup, c'est ça que je trouve intéressant. C'est qu'il y a des fonctionnements, etc. Et c'est ça qu'il faut apprendre. C'est ça le plus important. C'est les leviers, finalement, qui te permettent. La base, c'est quand tu commences, tu dois rester focus sur Toujours. une seule stratégie, Exactement. une méthode. Et tu la suis. Et tu suis à l'être. Et c'est ce que je veux expliquer, c'est que quand tu suis ta strat et que tu vas dans une direction pour aller chercher de l'eau, tu fais all-in sur ta vie. Exactement. Et tu vois, c'est important. Après, quand tu construis, que tu as de l'eau à 2-3 endroits, que tu as pu explorer, machin, ok, là, attention à pas rendre la zone trop aride pour machin. Ouais. Enfin, tu vois, après, tu t'en occupes. Mais en fait, je trouve que quand tu commences, alors ça dépend de tes moyens, etc. On a de tout encore dans nos élèves, mais tu commences, tu as par exemple 20 000 euros d'épargne sur tes comptes. Ça n'a pas de sens de dire, ok, je vais diversifier, je vais mettre 2 000 euros en crypto, je vais mettre 2 000 euros en bourse, 3 000 euros là-dedans. Je vais être riche. Ben non, ça n'a pas de sens, tu vois. Mets all-in sur un bien immobilier, c'est ce qui te rapportera le plus mathématiquement, parce que tes 20 000, tu vas peut-être en mettre 10 000 sur un projet IMO, tu vas leverage le reste avec la banque, et avec un projet comme ça, je prends souvent des exemples de mes immeubles, mais moi j'ai des immeubles qui, avec 10 000 euros d'apport, tu fais 1200, 1300 balles par mois. Ouais. Ok, t'es pas millionnaire avec ça, clairement, mais tu commences à te créer un truc qui peut te permettre de vivre à terme, tu vois. Et avec 10 000 balles. Avec 10 000 balles en bourse, bon courage, tu vois. En crypto, bon courage. Tout ça, tout ce que tu fais, t'es pas expatrié. Non. T'es resté en France. Choisi. Tu nous expliques un peu ce choix? Ouais, je peux t'expliquer. Alors, on en parle souvent ensemble, Cyril, mais ouais, alors moi je vis en France. Alors, moi je vis dans le sud de la France maintenant, sur la Côte d'Azur, donc un très bel endroit. Je suis pas d'ici, moi je suis de Lyon à la base. J'aime bien. Déjà, c'est une des premières raisons. J'aime bien la France. J'ai ma famille en France, comme beaucoup. Je suis assez proche de ma famille, etc. Donc j'ai besoin quand même d'être assez proche d'eux. Je voyage quand même beaucoup, donc au final c'est assez paradoxal puisque je passe quand même entre 5 et 7 mois par an hors de France. Je voyage. Pour autant, j'ai toujours mes boîtes en France, toujours résident fiscal français, etc. Je le fais pour plusieurs raisons. La première, ça va être, donc, comme je l'ai dit, l'intérêt, le fait d'être ici, j'aime bien, etc. J'aime bien la France. Deuxième point, ça va être d'un point de vue efficience bancaire. C'est que le fait d'avoir mes structures en France, de payer mes impôts en France aussi, me donne droit à du leverage de crédit. Donc d'aller acheter plus de biens. Alors ça peut être acheter des biens immo, ça peut être le leverage de l'argent pour acheter des sociétés aussi. Ça c'est un truc que j'ai pas encore fait, mais que je pense faire et on est en cours sur certains projets. Donc leverage auprès de la banque, donc avoir une vision vraiment long terme, de se dire ok bah oui, si j'avais ma boîte, je sais pas à Dubaï par exemple au hasard, je paierais moins d'impôts, voire pas du tout, même certainement pas du tout. Pour autant, j'aurais pas forcément un aussi bon leverage. Je sais qu'on peut l'avoir à Dubaï, je sais qu'il y a certaines situations où tu peux leverage de l'argent, mais j'aurais pas le même leverage. Et l'un dans l'autre, pour l'instant, je m'y retrouve avec ce modèle-là, qui est également une simplification, parce qu'on parle souvent d'expatriation, etc. C'est un truc qui m'intéresse, vu que j'aime beaucoup voyager. Je suis pas non plus un aficionados de la France, dans le sens où je n'ai pas ce côté où j'ai envie de passer toute ma vie en France, pas forcément, j'ai envie de vivre des expériences à l'étranger, et c'est ce que je fais déjà. Mais il y a aussi un aspect de simplicité à ne pas tout changer, ce qui me coûterait aussi de l'argent, parce que ça me ferait un manque à gagner d'un point de vue focus, encore une fois, et énergie sur mes structures. Alors, c'est un point très intéressant, et c'est là où souvent, je parlais de la diversité, enfin de la diversification, etc. C'est que du coup, finalement, t'as pas diversifié le fait, tu es en France au niveau bancaire, etc. Et ça, tu vois, c'est un all-in en fait. Tu fais confiance à la France, pour le faire simple. Pour l'instant. Voilà, pour l'instant. Je précise un truc sur ces raisons de Dubaï, etc. Parce qu'en effet, moi, je peux le leverage à Dubaï. Toi, tu peux parce que je vois tu vas venir. Et je vais venir gentiment. C'est qu'en fait, il y a un moment donné, parce qu'aujourd'hui, en fait, c'est quand même l'élément principal, c'est que tes investissements sont à 99%. Donc, tu parlais de Bali, excepté Bali, en France. En France, Et du coup, après, sauf la partie financière, je précise quand même la partie bourse, etc. C'est pas en France, mais ouais. Ok. Mais du coup, demain, tu achètes à Dubaï. De toute façon, tu pourras pas. Enfin, tu peux, mais la complexité est telle que de toute façon, voilà, tu ne peux pas acheter un bien à Dubaï. Enfin, tu peux acheter un bien à Dubaï avec une société française, mais la complexité est telle qu'il faudra toujours mieux que tu achètes via ton nom perso à Dubaï, etc., etc. Et donc en fait, à partir du moment où tu n'es pas à l'étranger, enfin que tu n'achètes pas de biens à l'étranger, à Dubaï, etc., tu n'as pas de nécessité de partir. Surtout grâce ou à cause, peu importe, du levier qui est le crédit en France. Et c'est vrai que, tu vois, c'est ce qu'on disait dans une autre vidéo. Moi, par exemple, si je veux acheter un bien demain en Thaïlande, je peux très bien faire un levier sur ma société à Dubaï, transférer de société à société, parce qu'en Thaïlande, on peut acheter en société, et finalement avoir un levier de ma boîte de Dubaï ou hongkongaise d'ailleurs, pour investir en Thaïlande. Et par contre, pareil, je veux dire, le crédit,
crédit, il faut qu'il passe. C'est-à-dire qu'il faut que les gars disent bonjour, je vais envoyer l'argent ailleurs. Alors, en Thaïlande en plus, ouais. En Thaïlande en plus, voilà. Cela dit, si je m'étais expatrié par exemple à Dubaï, je pourrais totalement investir en France. Voilà, c'est là où je veux en venir. Voilà. C'est une possibilité, avec plus d'apports, avec des conditions différentes, et encore une fois, toi tu peux le faire parce que tu es extrêmement rigoureux, carré, etc. Sur tes comptes. Surtout pas le cas de la majorité des gens. Les gens s'en foutent. Donc il y a aussi ce point-là qui est hyper important. Tu vois. Néanmoins, on parlait d'expatriation, de bouger, etc. Ce qui est très bien, et on a parlé de mon système tout à l'heure, donc c'est bien que tu aies posé la question parce que ça fait le lien parfaitement. Si je voulais demain, si j'en ai marre, je me dis ok, j'en ai marre, j'ai envie de vivre, je sais pas, au Pérou, j'ai envie de faire ça, je peux le faire en une semaine. Est-ce que tu garderais tes sociétés en France ? Je sais pas, il faudrait que je consulte un avocat là-dedans. Mais par contre, si je voulais le faire d'un point de vue technique, je parle pas. D'un point de vue légal, c'est une autre histoire. Ça, il faut ficeler ça correctement, intelligemment et légalement. La contrainte légale. Mais la contrainte légale. Par contre, si on parle vraiment de technique, à savoir la partie web, comment ça fonctionne, etc. Ça prend, j'ai dit une semaine, mais c'est parce qu'une semaine en bossant 2 heures par jour, quoi. Mais sinon, en 3 jours, tu changes. Tu peux tout changer. Tout est vraiment très flexible. Sur la partie online, je précise pas. Je parle pas de la partie immobilière, évidemment. Bien sûr. C'est sûr que tu vas c'est une grosse liberté. Tu vois. Pour moi, c'est important dans cette liberté de me dire, ok, j'ai pas d'attache. Si j'ai envie, si demain pour X ou Y raison, je vais vivre ailleurs, c'est pas un travail de 2 ans. J'ai pas d'usine en France. J'ai pas de, tu vois, de bureaux énormes que j'ai achetés à crédit, etc. Non, j'ai pas ça. Exactement. Donc c'est une grosse liberté et une grosse flexibilité qui, pour moi, dans mes valeurs, qui sont en principal la liberté, c'est important. Oui, bien sûr. Donc est-ce qu'aujourd'hui, ces contraintes t'empêchent d'investir à l'étranger ? Pourquoi tu n'as pas, par exemple, pourquoi tu t'intéresses Thaïlande, par exemple, exemple, parce qu'on en parlait, on a fait une vidéo là-dessus. Non, ça m'empêche pas. Sincèrement, tu vois, si demain je voulais investir en Thaïlande, j'ai ma société en France qui détient des fonds. Je pourrais acheter cash avec cette boîte ou à crédit, et je pourrais totalement créer. Alors, tu me diras si c'est possible ou pas, mais je pense que je peux créer une société en Thaïlande qui est détenue par une société française. Oui, enfin, oui. Il n'y a pas de problème avec ça. Il n'y a pas de problème. Bah voilà. Il y a des contraintes toujours légales, administratives. Oui, tu as les contraintes au niveau des. Parce que des virements, c'est toujours compliqué. C'est un pays qui est. Voilà. Il faut déclarer des trucs, machin. Mais bien sûr. Mais tu peux. Je pourrais le faire légalement, sans problème. Bien sûr. Donc, non, j'ai pas de barrière par rapport à ça pour l'instant. Et j'ai pas forcément envie. Alors, encore une fois, on reste sur la notion de all-in. Je l'ai fait à Bali, etc. Mon but, c'est pas d'avoir un bien aux États-Unis, un bien au Canada, un bien, tu vois, à Dubaï, un bien à Bali, un bien. Franchement, en gestion, c'est une juridiction différente à chaque fois. Donc, c'est des contraintes légales à chaque fois, des compréhensions à avoir, des logiques. C'est des contraintes financières, c'est des contraintes de gestion, c'est-à-dire avoir des comptes dans plein de pays différents. Donc, ok, faut que j'ai surveillé. Est-ce que j'ai assez pour payer les charges, machin dessus ? Est-ce qu'il faut pas que je ralimente ? Tu vois, je pense que tu rigoles parce que je connais très bien. Tu le vis. Voilà. Moi, je préfère avoir un truc où j'ai beaucoup de biens en France. Tout est très bien géré, il y a des structures, il y a du nom propre, il y a un peu de tout. C'est simple à gérer au final. Tu vois, j'achète un nouveau bien en France, je l'incorpore sous une structure qui est déjà existante, très simple. Ça me prend 5 minutes. Tout est en place. Si je veux acheter en Thaïlande, si je m'intéresse à la Thaïlande, par contre, je ferai également une forme de all-in. Alors, pas all-in vraiment, mais je me dirais, ok, je mise sur la Thaïlande, j'ai analysé le marché, je sais que ça fonctionne, j'ai analysé le cadre légal, le cadre juridique, le cadre fiscal, très bien. Mais dans ce cas, si je me mets en Thaïlande, pas pour acheter un condo à 50 000 euros, c'est pour investir dans X villas, etc. Mais du coup, je le ferai vraiment à fond. Maintenant, ce serait ma logique. Et me dire, j'analyse un pays, je le fais vraiment de manière structurée et de manière massive, et je mise dessus et pas j'achète un petit bien et puis j'en achète un au Cambodge et un au Vietnam et un machin. Voilà. Et t'as un avantage, c'est vu que tu voyages, tu commences à connaître aussi les lieux. Ouais, je connais bien. Tu sais comment ça marche. Thaïlande, j'ai passé beaucoup de temps, Bali aussi. Tu connais des gens qui y vivent, ils peuvent t'aider, ils peuvent te renseigner. Ouais, franchement, j'ai quasiment, enfin tu vois, si je cumule, j'ai quasiment vécu 1 an en Thaïlande, tu vois, sur différentes années. Mais donc je commence à quand même bien connaître, tu vois, et j'ai vu l'évolution en plus depuis 2018 ou 2019. Et c'est pas très. C'est bien, et c'est un discours que j'aime bien parce qu'il est, pas. En fait, pour moi, il est normal ce discours. Il est pragmatique. Voilà, c'est que la plupart des gens sur Internet, cassez-vous, attention la France, machin. Peu importe ce qu'on pense de la France, mais je veux dire, pour moi, c'est ce que il y a des avantages en France. Et tu vois, on en parle souvent ensemble. Au niveau bancaire, c'est quand même très bien. Il y a quand même on peut en dire ce qu'on en veut, mais il faut aussi comprendre que beaucoup de personnes qui disent ça n'ont pas vu beaucoup de choses ailleurs non plus. Sont restés que en France, se disent ça c'est mal. Effectivement, il y a des choses qui sont pas bien en France. On va pas dire le contraire, mais ils vont découvrir d'autres problèmes. On en a parlé encore une fois hier sur les choses perso qu'on n'évoquera pas. Il n'y a pas de pays parfait, ça c'est sûr. Et quand tu voyages beaucoup, moi j'ai fait je sais plus combien, 43 pays. C'est beaucoup de pays. Ouais, c'est ça aussi. C'est ça que je voyage, je l'ai pas précisé, mais je suis un passionné de voyage. J'ai fait 43 pays, donc j'ai vu pas mal de choses. J'ai pas tout vu du tout. Je vais pas dire que je connais tout, mais j'ai vu pas mal de choses, pas mal de cultures différentes. Et quand je dis voyager, c'est pas j'ai fait 2 jours dans un pays. C'est vraiment j'ai passé en slow travel.
solo travel plusieurs semaines, plusieurs mois dans pas mal de pays. Tu vois, j'ai vécu à Bali aussi. Voilà, donc j'ai pu voir un petit peu les différences culturelles, les différences de gestion, et je vois à quel point voilà, la France a quand même de gros avantages. On en pense qu'on en veut. Il y a des gros points négatifs aussi. La fiscalité en fait partie évidemment, mais j'ai envie de dire voilà, on joue avec les cartes qu'on a, on joue avec les avantages, on joue avec les inconvénients aussi. Les gens comprenaient pas quand je me suis lancé un peu avec Web de Fou. Les gens comprenaient pas pourquoi je gardais une société en France. Tout le monde me taclait en mode et il me reste toujours une société en France. Ouais, je prends des dividendes. Voilà. Je trouve ça important. Il y a une pensée. En fait, il y a plusieurs raisons. Il y a des gens qui aiment vivre à l'étranger. Je comprends. Moi, j'en fais partie de ces gens-là. En plus, c'est ça qui est drôle, tu vois, c'est que j'aime vivre à l'étranger. J'aime passer du temps à l'étranger. J'aime aussi la France. J'aime aussi passer du temps en France. Voilà, tout ce qui est avec le lifestyle, la nourriture, tout ça. J'aime bien quoi. La famille, c'est cool. Mais voilà, je suis également conscient des problèmes qu'on peut avoir et aussi il y a une pensée court-termiste de se dire ok, bah là, je vais reverser, je sais pas, 50% de ce que je gagne aux impôts si j'ai une société en France par exemple. Ouais, ok, très bien, sur le court terme il y a ça, mais ça te permet également de leverage de l'argent à un certain niveau. Moi, et comme toi, je rejoins beaucoup ton discours, tu t'en parles souvent, le fait de payer des impôts, ça te motive à gagner plus aussi. Ouais. Bêtement, hein, c'est tout bête, mais je connais plein de gens qui sont capés à des niveaux de revenus qui sont pas si élevés que ça, parce qu'ils vivent à l'étranger, ils sont pas fiscalisés, donc ils se disent bon bah voilà, de toute façon, je gagne bien ma vie, c'est pas grave, et en fait ils se structurent pas, ils ont pas cette logique de long-termiste, ils leveragent pas d'argent non plus. Donc ils peuvent pas acheter des biens à crédit. Et moi quand je rencontre des gens ici à Bangkok, tu vois la conférence Affiliate World auquel je suis là ces quelques jours, je rencontre des personnes qui me disent ah ouais tu vis en France et tout, et je leur dis bah ouais mais j'ai tant d'immobilier, ils font wow, incroyable, je connais personne qui a autant de biens etc, mais je leur dis mais je les ai financés, je les ai pas achetés cash quoi. Et au final je sais que dans 10, 15 ans, 20 ans en fonction, bah, ils seront payés. Tous les mois tu as du cash flow plus un capital amorti. Oui. Et ce capital amorti, factuellement, il n'est pas palpable, il est immobilisé. Tout à fait. C'est une immobilisation. C'est comme une épargne en fait. Une épargne forcée. Ouais, invisible. Ouais, bon terme. Épargne invisible. Ouais. Et c'est très intéressant parce que du coup, c'est sûr qu'à un moment donné, en fait, tu vas avoir une soupape qui va faire d'un coup, tu vas te retrouver avec du cash. Ouais, et puis surtout, en fait, moi j'ai ça, c'est ça qui est dur à comprendre quand on découvre l'immobilier, mais l'effet exponentiel il est dingue. C'est que tu as à la fois donc ton revenu qui est divisé en remboursement de crédit et bénéfices. Donc là, je trouve le bénéfice tous les mois, c'est bien. J'amortis le capital, c'est l'argent qui me vient dans la poche de manière invisible, c'est ce qu'on disait juste avant, mais il y a également la plus-value. Moi je sais que tous mes biens. T'as 3 leviers dans un levier. 3 leviers dans un seul bien. Mes immeubles, ils sont tous à au moins 100 000 euros de plus-value. C'est-à-dire que si je revends demain un de mes immeubles, je gagne au moins, il y en a 150, tu vois. En sachant que c'est des petits prix d'achat, on parle pas de biens que j'ai acheté 1 million d'euros, hein, c'est des biens que j'ai achetés autour de 200 000 euros à chaque fois. Et j'ai 100 000 euros de plus-value. Donc je revends 300. Donc imagine le leverage, j'achète un bien, je valorise, je l'amortis, je touche du cash flow pendant X années. En plus, avec stratégie de financement, il y a ce qu'on appelle le différé. Ça fait que tu ne rembourses pas ton crédit pendant 2 ans. Là, j'en ai 2 ans et demi. Tout de suite, immédiat. Ou t'attends. Okay. Donc, en fait, par exemple, un exemple, Cyril, j'ai un immeuble que j'ai acheté, là, le dernier qui est encore en différé d'ailleurs, c'est un bien que j'ai acheté, peu importe le prix, qui rapporte, on s'en fout en fait de combien ça rapporte, mais ça me coûte 50 euros par mois de crédit. Donc, peu importe combien il rapporte au final. Quand tu as 50 euros par mois de crédit, bah, au final, même si ça rapporte 1000 balles par mois, ou 1500 ou 2000, bah voilà. Et pendant 2 ans et demi. Donc pendant 2 ans et demi, je rembourse 50 euros par mois. Et je touche 1000, 500, 2000, etc. De quoi payer ChatGPT, quoi. Et puis et autre chose. Non, bien sûr. Ouais, pour 50 balles par mois, bien sûr. Le leverage est colossal. Tu as ce leverage-là, et en plus, quand je revends, je gagne de l'argent sur la plus-value, qui est taxé. Oui, d'accord. Taxé, bien sûr. Mais à la fin, c'est comme de l'argent que tu gagnes. Et c'est là où moi je reviens toujours sur ça. C'est pour moi la stratégie back-end, la LTV, donc c'est une forme de LTV. Tout à fait. La LTV d'un produit initial, donc par exemple, j'achète un bien, tout ce qu'il y a derrière est colossal. La plus-value, le machin, toujours. Et puis la revente que tu vas faire derrière, avec ce que tu vas réinvestir. Je sais pas si tu es au contact de ce type de personnes, mais moi j'hallucine sur les élèves à chaque fois, enfin pas forcément les élèves, les personnes qui veulent acheter la formation mais qui ne font pas forcément, qui ont ce blocage lié aux impôts. Alors ça c'est très français, tu vois, de se dire ah mais si je fais ça je vais payer des impôts. Ouais, ok, tu vas payer des impôts, c'est sûr. Mais donc, tu préfères quoi? Tu préfères gagner 2000 euros par mois et pas payer d'impôts, ou gagner 5000 et payer 500 euros d'impôts? Enfin, ça n'a aucun sens en fait comme raisonnement, tu vois. Et comme ceux qui disent ah ouais mais la plus-value, elle est taxée. Bah ouais, elle est taxée, ok, tu vas payer 36,2% d'impôts sur ta plus-value. Et encore, il y a des optimisations, peu importe. Mettons, tu payes 36,2%, très bien. Mais si tu gagnes 150 000 euros sur ton bien et qu'il t'en reste 100 000 net, c'est déjà très cool, tu vois. On a toujours la grid, enfin on a plus une grosse aversion à la perte. Exactement. Ça c'est humain, c'est un biais cognitif. On le connaît tous. Hein, le biais de l'aversion à la perte, il est commun. Mais moi la perte, je préfère la transformer comme un avantage, faire des twists. En gros, à quoi ça va me servir, comment, tu vois, à la limite, tu vois, je paye des impôts, ok, très bien. Mais l'État est suffisamment intelligent pour te donner envie de pas payer l'impôt pour réinvestir et faire. C'est exactement ce que j'allais dire. Et c'est là où je dis, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est là où pour moi les impôts c'est une chance. C'est que quelque part, tu vas
être obligé de te dire comment j'économise cet impôt si tu es vraiment dans ce truc-là. Ouais. Et donc tu vas dire, ah, mais il y a le défisque là-dessus, donc il faut que je réinvestisse. Et en fait, quelque part, ça te force à créer de la valeur. Et moi, ça m'a forcé. Rien que, il n'y a pas de mystère, c'est pas pour rien que les pays les plus développés au monde ont au moins un peu d'impôts. Ouais. Les États-Unis, on en parle souvent, c'est un des pays les plus fiscalisés au monde. Oui. Et attends, c'est ce que je voulais rebondir tout à l'heure. Moi, je vois une différence majeure. Tu disais tout à l'heure, on peut faire de crédit en Thaïlande, machin. Une différence majeure des entrepreneurs qui viennent en Thaïlande pour aller grigner leurs 10 000 balles ou leur machin, et les entrepreneurs de Dubaï qui sont forcés de faire 100K par mois, tu vois. Oui, parce que tu as beaucoup plus de dépenses. Bien sûr. En fait, d'un autre côté, l'impôt est une dépense. Donc finalement, Dubaï, tu as un impôt invisible qui est ta dépense. Ton lifestyle qui te coûte 5 fois plus cher qu'en France ou 3 fois plus cher. Absolument. Et du coup, forcément, c'est pas le même niveau entrepreneurial entre la Thaïlande, etc. Et moi, j'ai plus de mal avec les entrepreneurs thaïlandais. Enfin, tu veux dire étrangers qui vivent en Thaïlande. Ouais, pardon, expatriés. Ah oui, pas thaïlandais, t'as raison, pardon. Les expatriés français notamment qui viennent en Thaïlande, mais pas que. Francophones, qui ont pas la même démarche, ont pas la même logique, ont pas les mêmes fonctionnements, tu vois, que t'as par exemple. Alors que tu vois, justement la France, moi je trouve elle force à être intelligent en fait. Tout à fait. Alors pour autant que tu vois, t'as décidé de bouger pour des raisons business, parce que voilà, t'as bougé à Dubaï aussi parce que t'avais de l'activité là-bas. Mais alors moi ma raison principale c'est surtout par rapport à ma femme. Moi j'ai fait des choix, l'école, la santé. J'ai eu des problèmes de santé où je me suis dit mais je peux pas rester en France pour ça. Paradoxalement, parce que tout le monde dit on a la santé gratuite. Ouais, je préfère la payer, merci. Ça a des avantages et ça a des inconvénients aussi, bien sûr. L'éducation, on en parlait des enfants. Et ma femme aussi qui voulait bouger, etc. Moi, c'est plutôt une raison personnelle qui m'a fait bouger. C'est pas moi, d'ailleurs, j'ai gardé des boîtes en France. C'est pas une question fiscale ou je sais pas quoi. Ouais, mais ça t'a permis aussi de développer d'autres business finalement. Ah bah oui, mais toujours. Et la preuve en est aujourd'hui avec tes promotions immobilières en Thaïlande, etc. T'as trouvé des avantages. Et au final, oui, c'est quelque chose de. C'est quelque chose qui me parle. Je pense que voilà, je le ferai un jour, et puis même pour l'expérience. Et puis encore une fois, j'ai pas mal voyagé, j'adore ça, donc c'est dans mes gènes, j'ai envie de dire. En fait, à la base, c'est ça que je disais tout à l'heure, pour faire le parallèle avec le début, faire la boucle de cette discussion, c'est que moi, ce qui m'a motivé à me lancer en limo, c'est de voyager. Vraiment, mon rêve, c'est de voyager. C'est bête, hein. Toi, je sais que ça t'intéresse pas du tout, c'est pas du tout ton truc, mais moi, j'adore ça, et j'ai eu la chance de voyager un tout petit peu avec mes parents, mais pas beaucoup parce qu'ils n'avaient pas trop les moyens quand j'étais plus jeune. Après un peu plus, mais du coup dès que j'ai goûté à ça, je me suis dit ah ouais, si je pouvais voyager plus, ça serait incroyable. Et travailler en voyageant encore plus. Moi je suis alors moi j'ai loupé quelques trucs dans ma vie sur ça. Par exemple, je sais qu'entre 20 et 30 balais, quand j'ai eu un peu d'oseille, j'étais un peu dans l'économie, j'étais un peu dans je vais capitaliser, j'achète une maison. Enfin, en fait, dans cette logique investissement. Et là où je trouve que tu as vraiment parfément géré. Alors on n'a pas du tout les mêmes business au départ. Toi tu es dans l'immobilier, donc on n'avait pas les mêmes leverage. Et d'ailleurs c'est un vrai sujet, choisir son leverage pour son développement. C'est que moi le voyage sans plus, parce que c'est beaucoup de contraintes, mais c'est surtout lié à mon mode de vie. C'est-à-dire que vu que je travaille beaucoup à la maison, tu vois, je suis pas. Moi, j'ai été élevé sur Internet, YouTube, tout ça, ça n'existait pas. Donc, dans le sens, c'est une petite génération différente. Voilà, capter l'audience et tout était différent. Il fallait faire du media buy sur des régies spécifiques. Tu vois, Facebook Ads, ça n'existait pas. Tu vois, aujourd'hui, tu enlèves YouTube Ads, Facebook Ads et tout. C'est pareil. Voilà, tu vois. Et donc, on avait des leviers différents, et c'est une des raisons pourquoi je suis parti dans l'email. À chaque génération, finalement, son levier. Et d'ailleurs, ce qui fait que les marchés ne sont jamais bouchés, finalement. Tu vois, cette sensibilité, moi, au voyage, m'a toujours un peu énervé parce que chaque fois que je voyageais, j'avais des problèmes, je pouvais pas travailler comme je voulais, j'étais frustré. Et je pense que ça a un peu détruit quelque part une forme d'envie de voyager, mais en vérité, j'ai pas. Alors, t'aimerais bien. Moi, t'aurais bien aimé peut-être. Enfin, tu vois, si la vie que j'avais aujourd'hui, je l'avais à 20 ans ou à 22 ans, ce qui est impossible, et que je me disais, ok, qu'est-ce que je ferais, peut-être je voyagerais, tu vois. Et donc, en fait, il y a vraiment Ça m'a beaucoup aidé de voyager, franchement, pour le business. Après, j'ai toujours construit. Alors, à l'inverse de toi, pour le coup, j'ai vraiment construit mon business dans cette optique de me dire, j'ai envie de pouvoir voyager, de pas être limité au niveau voyage. Donc j'ai construit mon business comme ça. Ouais, toi c'était une motivation. Avec donc ça n'a pas été compliqué. Enfin, oui, j'ai des galères quand je suis en voyage, les SMS, les trucs pour les banques, les trucs tu connais. Voilà, ça c'est un exemple. Mais je les gère et maintenant j'ai toutes les stratégies, j'ai tous les process qui font que j'ai pas de problème, tu vois. Et mon équipe elle est en France. Ouais, mais de toute façon que je sois dans le sud de la France, là où je vis, ou ici, il y a aucune différence. Je bosse à distance avec les gens avec qui je bosse. Donc dans tous les cas, il y a à part le décalage horaire, il n'y a pas de différence, tu vois. Donc tout a été construit de sorte à préserver cette liberté-là. Et d'autre part, ça me permet également, bien sûr, de développer mes business parce que quand je suis en Thaïlande ici, tu vois, je suis à une conférence, je rencontre des entrepreneurs d'autres pays d'ailleurs, et on parlait tout à l'heure de mentalité. Les Américains, c'est une mentalité qui est totalement différente. D'un point de vue business, j'aime beaucoup, tu vois, rencontrer des anglophones. Ça correspond plus en fait. Ça me correspond plus. Et donc il y a ça me permet également de rencontrer d'autres partenaires. Tu vois, nous on s'est rencontrés au final à Dubaï, je crois, première fois. Je sais plus. Ici on a mangé ensemble à Dubaï une fois. J'ai eu le Covid le lendemain, je crois. Ouais, c'est ça, exactement. Tu devais partir et voilà, tu devais partir en France, je sais plus où, et on s'est rencontrés à Dubaï, tu vois. Et si j'étais pas allé à Dubaï, on serait peut-être pas rencontrés. Si j'étais pas allé ensuite en Thaïlande, on serait pas revus. Et tu vois, j'entretiens vraiment des partenariats. J'ai rencontré des associés à l'étranger, à Bali, en Thaïlande, etc. J'ai rencontré des partenaires. Enfin, en fait, moi, le voyage m'a vraiment tout offert d'un point de vue entrepreneurial. Ça m'a ouvert l'esprit sur d'autres stratégies.
Ça m'a montré des personnes qui vivaient différemment. Et c'est ce qui m'a motivé aussi à bien me lancer en ligne. Quand je suis venu pour la première fois en Thaïlande, j'ai vu des gens qui bossaient depuis ici, qui avaient leur boîte, etc. Et je me suis dit, waouh, c'est incroyable. Alors même si aujourd'hui ça a changé, mais en tout cas à l'époque ça m'a beaucoup inspiré. Et puis ça m'a permis de voir d'autres choses en immobilier aussi, tu vois. Quand je suis parti à Bali, pour donner un exemple, c'est au moment où on a commencé à discuter, je crois. J'étais parti pendant le Covid, en fait. C'était le Covid en France, tout était fermé. Je me suis dit, c'est pas possible, je peux pas vivre là-dedans. J'ai pris l'avion, j'ai fait un visa business et je suis parti à Bali. Et j'ai vécu 9 mois là-bas, en fait. Mais à la base, je partais pour 3 semaines. Et vu que tout était fermé en France et qu'à Bali, tout était ouvert, les restos, les boîtes de nuit, ce que tu veux, on vivait bien, il y avait personne. Et je suis resté 9 mois, j'ai adoré, enfin, c'était génial. Et ça m'a donné l'opportunité d'investir dans une ville là-bas, parce que j'étais là-bas. Et ça m'a fait rencontrer des partenaires avec qui j'ai bossé sur mes boîtes. Bien sûr. Et ça m'a fait rencontrer, etc. Ça, c'est les chemins de vie. Chose impossible en France, tu vois. Ça a été impossible. Alors, c'est justement ce que j'allais dire. Moi, quand j'ai commencé mon entrepreneuriat à 15 ans, quand tu voulais rencontrer des gens, c'était compliqué. Soit tu es dans les restos un peu chers, mais c'est compliqué d'engager dans un resto. Des conférences, peut-être des clubs privés. Des clubs privés. Mais en France, c'est pas très développé ça. C'est souvent entre dans le locaux, c'est pas trop online. Alors exactement. Et donc, moi, j'allais souvent dans des hôtels, du coup, où tu rencontrais, par exemple, j'ai déjà assisté à des confs Danone. D'accord, ok. Donc j'ai rencontré des directeurs commerciaux et tout. Ouais, tu vois, enfin, tu vas dans les hôtels, tu as des conférences. Des séminaires, sinon Alors non, mais oui, mais le problème c'est qu'à l'époque, parce qu'aujourd'hui ça paraît logique, mais en fait il y a 15 ans, la communication auprès des conférences et tout, quand tu commences et que tu es jeune, c'est compliqué d'aller trouver parce qu'en plus tu as une appétence où les mecs de 40 qui ont fait de l'oseille, etc., ils te regardent un peu de haut, etc., c'est très français. Et c'est compliqué d'aller chercher ces leviers-là. Et encore, moi j'étais un peu introverti, si je peux dire. Enfin, j'aimais pas trop, voilà. Et mélanger tout, parler aux gens. Ouais, et en fait les seuls trucs que je voyais, c'est quand tu allais dans les hôtels, dans les rooms d'hôtel, tu sais, dans les voilà. Tu pouvais parler avec des gens. Alors attends, non, justement, il y avait que finalement des vieux. Et en fait, et tu vois, à l'étranger, et ça c'est un levier, j'entends jamais parler. Quand t'es à l'étranger, tu vas à Dubaï, tu vas au Ritz, ou tu vas où tu veux. Tu vas juste prendre un café, mais ça n'a pas les moyens de dormir dedans. Tu vas juste prendre un café dans la réception. Voilà. Et là, t'as que des jeunes qui bossent. Et ouais. Alors à Dubaï peut-être. Alors ça, tu vois, j'avais fait la remarque. À Dubaï. Oui. Non mais à Dubaï, c'est pour ça que j'ai précisé à Dubaï. À Dubaï. Et c'est pas le cas aujourd'hui. Maintenant, alors c'est ça en fait, ce que j'ai dit il y a 15 ans. Aujourd'hui, c'est comme ça. Quel âge? Ouais, de 20 ans. 20-25, ouais. Oui, donc vraiment jeune, ok. Ouais. Okay. 17, 25, quoi. Ouais, ok. Parce que moi, je trouve, en fait, partout où je vais, à chaque fois, je suis plus jeune, quoi, j'ai l'impression. Ouais. Alors, Dubaï, peut-être un peu moins, mais j'ai pas trop trouvé. Alors, après, j'ai passé moins de temps à Dubaï que toi, bien sûr. Mais à chaque fois, alors, pas forcément pour bosser, mais quand je vais dans des hôtels, quand je voyage, etc., vu que je voyage beaucoup, à chaque fois, dans n'importe quel endroit où je suis, il y a toujours que des personnes plus âgées que moi, quoi. Et quand je dis plus âgées, c'est 50, 60. Tu vois, tu vas partir, peut-être. En Thaïlande, c'est un peu différent peut-être, effectivement. Je sais pas, moi, tu vas dans le lobby en bas. Tu vois, hier, j'ai fait un call dans le hall. Il y avait pas mal de jeunes. Ouais, mais ça change, ça évolue. Ouais. Voilà. Et puis il y a 15 ans, de toute façon, c'est simple. Tu regardes il y a 15 ans, Dubaï. Tu vois ce que c'est la marina à Dubaï aujourd'hui, elle était en construction, quoi. Là, c'est vrai, il n'y avait rien. Tu vois, il y avait rien. Et donc, tu vois, moi, si j'étais à ta place à l'époque, ce que j'aurais fait, c'est que je serais allé aux US. Ouais, exactement. J'aurais directement fait des conférences là-bas, j'aurais essayé de trouver des trucs. Ouais, mais quand tu commences, je veux dire, t'as pas l'idée. Si, mais t'as pas l'intérêt, parce que tu sais, t'as un mindset qui est différent. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Alors moi, j'ai toujours eu ce leverage des gens. Ouais, je sais. Ça fait l'appétence avec moi, je l'ai appris. Les réseaux avec le off-market et tout, tu vois. J'ai toujours eu ça. Et quand je me suis lancé dans le business aussi, et j'ai contacté des gens qui étaient sur Internet, qui avaient déjà des business. Je suis venu ici, alors que mes business commençaient juste, en fait. Ouais. J'ai rencontré des gens qui étaient beaucoup plus avancés que moi. J'ai assisté à des masterminds, mais pas payants, tu vois. Juste, j'ai créé des liens avec des gens, en fait. Et après, ça dépend de tes qualités personnelles et de comment tu es, en fait. Moi, je pense que je suis assez social, j'aime bien l'humain, j'aime bien parler avec les gens, j'aime beaucoup échanger. Voilà, je pense que ça se voit un petit peu. Et du coup, c'est le levier que j'ai exploité. Toi, c'est un autre levier où tu es meilleur que moi sur d'autres sujets et tu as plutôt exploité ces leviers-là. Je pense que toi, tu es meilleur techniquement. Non, mais de base, je suis plus introverti. Je pense que tu es plus extraverti. Oui, voilà, de base. C'est ça. Donc, tu vois, j'ai exploité ce levier-là pour m'insérer dans des réseaux, puis apprendre. Moi, j'apprends beaucoup avec les gens, tu vois. Bien sûr. Et c'est pour ça que j'enseigne aussi, parce que j'aime apprendre des gens et j'aime enseigner aux autres aussi. Tu vois, les deux vont ensemble. Et j'apprends aussi d'autres personnes. Et du coup, ma manière pour moi d'enseigner, elle va être peut-être différente de la tienne. Par exemple, parce qu'on a des leviers différents. Alors d'ailleurs, c'est un bon terme que tu emploies, enseigner. Moi, je me trouve pas spécialement bon pédagogue, je me trouve bon formateur, ce qui est deux choses différentes. D'accord, ok. Et formateur, par exemple, pour des gens qui sont concernés, par exemple des B2B. Je sais que je suis un bon formateur B2B, mais je suis un mauvais pédagogue. On revient à ce qu'on disait. T'es un bon formateur technique. Ouais. T'es bon techniquement. Parce que t'es bon techniquement. Logique. Mais et du coup, c'est vrai que quand tu commences, c'est quand même plus compliqué. Alors aujourd'hui, je trouve que c'est une chance. C'est que toi, tu peux prendre un avion, ça reste cher. Mais tu peux partir à Dubaï. Moi, à l'époque, Dubaï, tu vois, le Burj Khalifa était en construction. Tu vois. Et je dis ça dans le sens où aujourd'hui, tu vois, c'est presque une hérésie. Tu dis, et c'était la préhistoire. Et du coup, ça c'était à 15 ans. Et je dis ça. Bangkok, c'était pas ce que c'était. Ouais, alors j'ai jamais été là-dessus, mais
tu vois, Il a fallu les leviers à New York, à LA. Ouais, exactement, c'était tendance. Et donc, c'est ce que je suis en train d'expliquer, et c'est vers là où je veux venir, c'est qu'aujourd'hui, on voit bien que finalement, le développement va davantage plus vers l'Est du monde, Middle East, donc Dubaï, pour moi, je coupe encore à Dubaï, Israël, Dubaï, machin, et on va jusqu'en Asie, Philippines, etc. C'est vrai que le futur est... L'argent va un peu là-bas. Mais c'est pas fini. Je reste un USA maximaliste. L'Ouest n'est pas fini. Ah oui, non, je suis un Américain convaincu sur ces sujets-là. Ouais, voilà. Donc, je comprends. Après, pour revenir sur l'aspect, j'aime bien les liens que tu avais entre pédagogie et formation. Moi, j'aime bien l'aspect pédagogique. Moi, j'aime bien enseigner à des personnes justement qui débutent dans un domaine. Ça me fait plaisir. Je sais que t'aimes pas toi, mais moi, j'aime bien. T'as pas la patience, mais je comprends. Moi, non, parfois, je la perds aussi, mais... Tu sais ce que c'est? Mais ça, c'est un problème narcissique. J'explique. C'est j'ai du mal à te mettre à la place. Non, ça, je sais faire. En vrai, je sais faire. Je fais genre, je sais pas faire, mais je sais faire. C'est plus simple à résumer, si tu veux. Non, le sujet, c'est que de toute façon, quand tu fais du management, le sujet, c'est de répéter 100 fois les mêmes trucs. Quand tu as un gamin, c'est pareil, d'accord? Et les gens qui commencent, en fait, pour moi, j'ai un manque de stimuli. C'est-à-dire que c'est toujours les mêmes choses, toujours les mêmes problèmes, toujours les mêmes trucs. Et en fait, je fais vite le tour. Et moi, j'aime bien du challenge et changer une stimulation. Je comprends. Et voilà. Et tu vois, faire prof, par exemple, j'adore enseigner. Mais je sais que. T'as été prof aussi? J'ai fait dans des amphis, des machins. Mais j'aimerais bien le faire ça aussi. Très rapidement. Au bout d'un an ou deux, ça me saoulerait. En fait, j'aurais toujours les mêmes problèmes. Non, mais je comprends. Après, l'avantage du en ligne, c'est que ta formation, tu l'as créée une fois. Elle est systémisée. Après, l'accompagnement, etc., c'est autre chose. Complètement. Mais bien sûr, on répète 100 fois les mêmes choses, c'est normal. Mais moi, ce qui me passionne plus dans la pédagogie, tu vois, c'est pas l'enseignement en soi, c'est pas le fait de parler à la personne et de lui enseigner. Moi, ce qui me passionne, c'est l'intellectualisation derrière de système. De dire, ok, comment tu peux décomposer mes résultats, ceux des élèves, en un système simple, applicable, duplicable. Le plus possible. Alors, ça peut pas l'être à 100%. C'est l'analyse technique, hein. C'est l'analyse technique finalement. Exactement. Analytique, en tout cas. Voilà, je décompose vraiment chacune des étapes, je la simplifie, c'est pour ça que j'ai parlé beaucoup de logiciels, tu vois, au final, parce que même si c'est des... En fait, chaque étape, il y a un petit outil qui va avec. Chaque étape de la formation, qui va t'aider et t'assister. Parce que c'est systémisé, c'est pas allez, maintenant on va chercher le bien, voilà comment tu fais, tu vas sur le bon coin. Non, c'est n'importe quoi. Non, on décompose, ok. D'abord ton marché, une fois que tu as ton marché, tu vas cibler des zones, ensuite tu vas aller créer ton réseau, ensuite tu vas analyser telle partie. On a tout systémisé dans des outils. Enfin, tu vois, on a vraiment fait en sorte qu'il y ait le moins de marge de manœuvre possible et donc le moins de marge d'erreur possible. C'est vrai. Ça se rapproche quasiment d'une programmation. Ouais, t'as raison. Et on a créé un système comme ça qui est extrêmement mécanique, extrêmement mathématique, extrêmement logique, qui fait qu'on maximise les résultats grâce à ça. Ça veut pas dire que tout le monde a des résultats, ça veut dire que si tu appliques, tu as des résultats. Je trouve que c'est une bonne phrase, c'est-à-dire limiter la marge de manœuvre, c'est s'assurer la marge d'erreur. C'est aussi, tout à fait. 100%. Ce qui est le principe des SOP quand tu délègues des choses. Bien sûr. Bien sûr. Tu laisses moins de marge de manœuvre, c'est moins agréable peut-être quand tu es salarié d'avoir des process, par contre, ça marche. Et nous, on voit ceux qui réussissent le plus dans les élèves, c'est les gens qui appliquent bêtement. Pas parce qu'ils sont bêtes, mais parce qu'ils se disent, ok, ça a marché sur des centaines de personnes, des milliers de personnes, je serais bête, moi, de pas appliquer bêtement en fait. Et en fait, c'est les personnes qui ont le plus de résultats, les personnes qui sont scolaires, qui prennent des notes, qui font leurs petits trucs. J'ai lâché un audio comme ça il y a hier ou avant-hier, un mec qui me fait un accompagnement, qui m'a pris un accompagnement email. Et je lui dis, moi, j'adore l'accompagnement que je fais avec lui parce que en fait, il écoute et il fait quoi. Et du coup, ça marche. Et en fait, tu vois, c'est pour ça que j'aime bien les B2B, les professionnels, parce que du coup ils écoutent vite, ils vont vite, ils savent pourquoi, ils payent, ils s'engagent, ils sont tout de suite dedans. Un particulier, tu vois, ok, est-ce qu'il va prendre le risque, est-ce que machin, c'est un peu différent. Donc il y a une éducation, le rôle éducatif, j'ai plus de mal. Par contre, le rôle tremplin, pour moi, il est plus facile. Et ce que je disais souvent, c'est plus simple de passer de. Oui, c'est ce que tu disais. Et sur Tougan, moi pour Tougan, je lui ai souvent dit, toi tu fais le rôle d'éducation, c'est très bien. Et du coup, quand les mecs sont plus contents de toi ou qu'ils sont plus là, ils arrivent chez moi et ils sont déjà préparés. Et du coup, moi je peux me leur servir de tremplin. Moi, c'est l'inverse. Vraiment, j'éduque et puis je fais en sorte de faire passer de 0 à 1 en fait. Tu vois, et puis après, de toute façon, une fois que tu es passé à 1, l'avantage en IMO, c'est que pour scaler, c'est les mêmes méthodologies. Tu reprends, tu continues, et puis vu que ça fait quand même 4 ans qu'on fait ça, on voit des élèves avec des évolutions de malades, tu vois. Et en fait, c'est trop plaisir parce que tu vois des gens qui ont acheté un projet que je suis allé voir, j'ai rencontré en physique, avec qui j'ai fait une vidéo, et puis là, je vois ils en sont à leur 2e, 3e, 4e, et puis ils s'améliorent. Mais donc ils font des meilleurs projets, etc. Tu sais que j'ai formé chez des gros groupes des emailers qui étaient cadres, machin, des équipes. Et aujourd'hui, ces mêmes mecs, 6 ans après, 7 ans, 6-7 ans, aujourd'hui, ils sont concurrents à moi. Ils forment d'autres gens. Et ils forment d'autres gens, et parce qu'ils font de l'emailing, etc. Et c'est rigolo. Et c'est devenu des partenaires, du coup. Et c'est des mecs que j'ai formés à une époque. Et tu vois, et cette évolution-là. Ça, c'est une question de temps, en fait. Là, on commence à voir ces résultats-là. On commence à voir, puis même la recommandation, etc. Avoir des gens qui recommandent à des amis la formation, c'est incroyable. Franchement. Après, moi, je me suis résigné à un truc, je veux bien ton avis là-dessus. Tu vois, moi, je me préoccupe plus finalement de la pédagogie.
Je m'occupe que de la formation, dans le sens où que le mec, en fait, je vais lui délivrer, parce que j'ai eu tellement de management là-dessus, j'ai eu beaucoup trop de gens. Je me suis rendu compte que ma capacité à former les gens dépendait du profil que j'avais en face. C'est pareil logique, c'est le principe du RH. D'accord, je sais qu'il n'y a pas de secret là-dessus, on peut juste limiter le risque, etc. dans le recrutement. Mais maintenant, en fait, je livre la même chose. Et en fait, je laisse le mec, donc pour moi, je suis à 1 sur 3 à peu près. Il y a forcément 1 sur 3 qui, ça va pas forcément faire quelque chose de ce que je lui ai appris, et 1 sur 3 qui va exploser, en fait. Oui, en gros, tu acceptes cette marge d'erreur. Alors, je vois ce que tu veux dire en management, je comprends. Moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est mon associé Marc, qui, pour le coup, lui, a bossé pendant quasiment 20 ans en entreprise. Il était directeur chez Jaguar Land Rover, tu vois, il était dans le comité de direction, comité exécutif, même pour être précis. Donc, vraiment très, très gros poste. Et donc, il a managé beaucoup de personnes. Et lui m'a beaucoup aidé, justement, à comprendre cette adaptation au profil. Et aussi, même dans ta pédagogie, même quand tu fais une formation vidéo, tu peux te dire, c'est pas personnalisé ces vidéos. Bah, si, en fait, parce que tu peux, justement, dans un même concept, lancer une manière différente pour capter les différents profils. Tu vois ce que je veux dire. Un mec, alors, enfin très simple, je sais que c'est faux d'un point de vue étude, mais on va prendre cet exemple-là qui est faux, mais on s'en fout. Il y a des gens qui sont plutôt auditifs, des gens qui sont plutôt visuels. On va faire un exemple très simple. Si tu montres une manière tu enseignes d'une manière une méthodologie qui va être adaptée au visuel, et après, juste après, dans la même vidéo, tu vas répéter la même chose mais d'une manière qui est plus adaptée à l'auditif. D'accord. C'est un exemple, on s'en fiche de l'histoire d'auditif, mais une personne qui va apprendre d'une telle ou telle manière, moi je vais adapter mon discours pour que tout le monde puisse retenir. Je comprends. Des gens qui sont plus analytiques. D'ailleurs, je fais un test de personnalité au début de la formation. Ça, c'est un point qui est important. De base, un test qui est très simple et qui permet de trouver ses forces, ses faiblesses et de savoir un peu comment appliquer la formation. Typiquement, exemple très simple, on fait le parallèle entre toi et moi. T'es plutôt social ? Très bien. Bah toi, mise tout sur la partie réseau, sur la partie sociale, réseau of market. Toi, tu vas pouvoir mettre plus d'énergie là-dessus parce que tu es bon là-dedans naturellement. Toi, tu es plutôt analytique. Ok, très bien. Bah, mets en place des petits systèmes, des analyses où tu vas pouvoir être plus analytique sur tes projets. Ton point fort sera peut-être pas le social avec ton réseau, mais ça peut peut-être être un peu plus sur l'analyse. Et en fait, je les oriente comme ça dès le début de la formation. C'est intéressant. Tu vois, de sorte à personnaliser l'expérience. Après, on a les référents qui reprennent tout ça et qui les aident là-dessus. Et qui vont également, vu qu'elles vont être en contact avec les personnes, ils vont pouvoir du coup voir les profils et leur dire ok, toi t'es plutôt comme ça, donc plutôt là-dessus, etc. Donc tu peux personnaliser l'approche quand même, mais ça demande toi en tant que formateur de faire attention à ça. Et c'est pénible, je l'accorde, c'est compliqué, mais à un moment donné, soit tu fais, le choix est respectable, le choix que tu fais de dire ok tant pis, ça marchera pas sur un tiers, mais c'est le choix que je fais. Mais parce que je suis pas formateur de base. Moi, c'est pas ma zone de génie, on va dire. Je peux pas parce que j'ai des gens qui vont se former avec moi, je peux pas leur dire attends, toi tu comprends pas, bien sûr. Toi. Tu vois, je peux pas leur dire ça, ce serait dommage. Et puis c'est toi une manière tellement simple qu'aujourd'hui franchement tous les profils peuvent comprendre. Tant que tu as des notions de base en mathématiques, voilà. Mais parce que toi c'est ton business principal. Moi par exemple sur Web de Fou, moi je mets comme je fais, comme je machin. Et en gros ça fait le tri. Des gens qui, tu vois, dans mon discours, déjà sur mon canal Telegram, je veux dire, tu prends un débutant qui arrive, il va se dire qu'est-ce que je fous là, tu vois. Et donc moi il y a un filtre naturel aussi qui fait que voilà. Et du coup je sais que moi tout le monde est content de mes formations en général. Oui, parce que c'est des gens avancés. Parce que c'est des gens qui sont là. Mais c'est normal, ça s'appelle le positionnement, ça s'appelle comprendre son audience. C'est évident tout ça, tu vois. Voilà. Mais et vu que moi c'est un levier, c'est-à-dire je sais pas, mon business principal, c'est pas un truc que je vais travailler de manière assidue et parfaite. Par contre, tu vas dans l'emailing et je suis ultra pointu justement sur des sujets qui peuvent être similaires. L'onboarding des gens, la façon dont ils arrivent, parce qu'au final, tu as déjà une préqualification de ton audience. Donc les gens qui arrivent sont tous les mêmes. Donc tu peux en fait arriver avec des systèmes qui sont beaucoup plus simples. Non, ça fait du sens, c'est logique. Du coup, sur du mass market, c'est plus compliqué. Ah non, c'est impossible. Et c'est une des raisons pourquoi. Alors, c'est une des raisons de mes choix, de pourquoi je sais. Je veux pas faire du mass market sur. C'est pour ça que je dis souvent, je veux pas trop d'audience et tout, parce qu'en fait, si j'ai trop d'audience, les mecs vont forcément être insatisfaits aussi, quoi. Et je vais être confronté à. Est-ce que je fais un truc plus accessible ? Et en fait, je m'en fous. Ouais. Après, il y a d'autres raisons aussi, mais moi, je sais que. Alors moi, c'est pas pour cette raison-là, mais je pourrais faire du mass market à ce niveau-là, mais moi, c'est plus sur ma perso et mes aspirations de vie. J'ai pas envie, tu vois, d'être. Alors, je le fais un petit peu, mais de devenir influenceur, de filmer toute ma vie, de faire des vidéos de moi toute la journée, alors regardez où je suis, etc. Oui, je fais un peu de vidéos, je fais un peu de contenu parce que voilà, c'est important, et surtout, je veux pas attirer des gens qui sont là pour moi, en fait. Je veux attirer des gens qui sont là pour leurs résultats à eux. Je veux vivre de l'immobilier, très bien. Je vais suivre stratégie immobilier, Baptiste Perrin, très bien. Mais c'est pas que pour ça en fait. C'est pas parce que putain, il a mis une jolie voiture et tout. Oui, j'ai une jolie voiture, oui, je voyage et tout. Mais c'est pas le cœur du message, tu vois. Et pourtant, c'est tellement simple de faire du contenu comme ça. Et là, tu attires des grosses audiences très larges. C'est pas forcément ce qui ramène des clients d'ailleurs, au passage. On en a parlé tout à l'heure. Mais c'est sûr que oui, si demain je faisais une publicité où j'étais devant ma voiture ou dans ma voiture, en parlant, j'aurais plus de reach et j'aurais des leads moins chers. Tu vois.
Ouais. Ah, attendez. Ouais, C'est voilà. qui faisait ça? C'était Cédric Anissette, je sais plus. Ok. Je sais plus, non, mais ça me faisait marrer. Mais Avec le bruit. ouais, tu sais, il passait dans les Ouais, voilà, tunnels. bah, tu vois, typiquement, bah, ça marche. Ça marche certainement et je vais tout là-dessus. Et chacun, Bien et là, sûr. c'est ma personnalité. Je critique pas les gens qui le font. Chacun fait ce qu'il veut. Oui, Et c'est pas bien ma vision. Voilà. Non, Et ça ne valorise pas ton entreprise non plus. Parce que le but, c'est aussi d'avoir une entreprise, une marque qui est Complètement. pérenne sur le long terme. Absolument. Et à terme, voilà, avoir une marque stratégie immobilier qui est vraiment un pouvoir et que ça ne soit pas juste associé à Baptiste ou Marc, Ouais. par exemple. Ouais, et puis écoute, moi le premier, tu vois, je suis pas fan forcément de voyage, j'ai pas machin et tout, mais quand je regarde un peu ton canal Telegram, moi j'ai des trucs, ça me fait kiffer quoi. Quand t'es au Monténégro, quand t'es au machin, moi, Ouais, voilà. j'aime bien. Après, je fais toujours des parallèles en fait avec l'immobilier, tu vois. Je disais ça dans le sens où tu vois, je peux être sensible à ce type de contenu, Ouais. même si je le consomme pas. Non mais tout le monde je aime peux avoir bien, une sensibilité. moi le premier, j'adore suivre. Enfin, t'as des gens qui me disent ouais, moi le lifestyle ça m'intéresse pas, j'y crois pas trop à ça. On Ouais, il y a a tous toujours besoin une part. d'inspiration, Ouais, on a bien tous sûr. besoin de voir des choses intéressantes, de voir, bah ouais, de voir un truc qui nous inspire, on a envie de faire pareil. Je sais Bien pas, tu vois, putain, Cyril elle a une belle maison par exemple, tu vois, ah c'est cool, tu vois. Ça me fait plaisir. Pour autant, Tu sais, j'étais en France et je voyais Jean Rivière qui était à Bangkok, tu vois, et tout. ok ouais. Et je voulais absolument pas sa vie, mais ça m'inspirait beaucoup en me disant, tu vois, quand il disait, moi, Au moins il est libre. regarde, j'ai des points, même pas, j'ai Ouais. des points genre, ah, le mec il vit à l'année dans un hôtel. Et Ah il oui, je me paye rappelle. 50 balles par nuit. Et tu sais, je me disais, tu sais, je fais des projections. Tu vois, moi, je suis plus dans ce côté-là. C'est, Ok, ouais, non, je ah, ouais, pour 1500 balles par jour, par mois, le mois, mec, ouais. il vit dans un hôtel. Il a un tous sac les à dos de 7 services, kilos, il a tous son- les services. Son ménage, son Tu vois, machin. moi, je suis plus dans l'analyse comme ça, tu vois, Ouais. que dans le. Il était dans une piscine et tout. Alors, ça me fait marrer. Mais quand il avait dit dans le jacuzzi, qu'il avait. Ouais, ouais. Tu vois ça. Mais bon, bref. Et du coup, ça me fait marrer. Et c'est ça que j'aime bien. C'est cette expérimentation et cette projection que je vais avoir sur des. C'est ça qui m'inspire, en fait. Mais c'est ce qui inspire tout le monde. Tu hein. vois, tu vois. Franchement, moi j'ai plein de clients qui me disent ah trop bien tes vidéos voyage, mais je leur dis alors du coup ça donne envie de voyager? Ah non. Ouais, voilà. Typiquement. Et non, pas du voilà. tout. Non. Mais par contre, moi avec ma famille, on aimerait bien faire un jour un tour du monde, ou alors on aimerait bien juste en fait pouvoir rester à la maison et s'occuper d'eux, et tu vois. Et c'est ça qui inspire. En fait, moi ce que je transmets comme image, en tout cas ce que j'essaie de transmettre, et parce que c'est la réalité, c'est ce que je vis. C'est pas le fait de voyager. Enfin voyager, c'est Ouais. pas son trip. Moi, c'est ma passion. Moi, ce que je transmets, c'est ok, t'as la possibilité Mm. d'exercer ta passion et de faire ce que tu veux de ton temps. C'est ça que je veux transmettre comme image. C'est la beauté. Mais oui, si ton temps tu veux l'employer à être derrière ton ordi à bosser, libre à toi, c'est cool. Chacun son délire, tu vois. Si ton temps tu veux l'employer à t'occuper de ta maman qui est âgée ou quoi, bah cool. Si c'est tes enfants, cool. Si c'est, je sais pas, j'en sais rien, faire de l'humanitaire, cool aussi. Ou créer un autre business, ou créer une asso, ce que tu as envie en fait. Et ça, je pense que le voyage, il n'y a rien de plus symbolique que ça. Parce que Ouais. même si tu veux pas voyager, il n'y a rien de plus. Il y a rien qui inspire plus la liberté que le voyage. Ouais. Je trouve. Parce que si ma vie c'était pas ça, si ma vie c'était je sais pas m'occuper de mes enfants par exemple, j'en ai pas mais supposons, ça inspirait moins la liberté, tu vois, beaucoup moins. Je dis pas que je le ferai pas. Non, mais tu vois, alors Voilà. autant je voyage beaucoup moins que toi, je voyage quand même beaucoup plus que la plupart des gens. Oui, bah, bien sûr, évidemment, ouais. Donc tu vois, je dis j'aime pas le voyage, c'est toujours une notion relative. Mais tu propre à voyages soi. parce que pour le business on a besoin aussi. Ouais, mais ça me fait plaisir. Pas spécialement. Non, ça me fait plaisir. Tu vois, je Ok. suis là, je suis à Bangkok, je te vois et tout. Je pouvais ne pas venir. Oui, bah Euh, sûr, oui, oui, clairement. Voilà. Et donc c'est une forme de liberté quelque part. Ouais. Et je dis ça parce qu'avec le temps maintenant, et je veux un avis là-dessus, on va peut-être terminer après, mais Ouais. tu vois, je me mets à aimer les petites habitudes en mode on en tu vois, parlait le hier petit de ça. resto, le petit machin, Ouais, ah, je ouais. connais là, je vais là, machin. Et pas en mode je répète toujours le même truc, Mm. mais en mode situation de déjà vu, en mode cool. En fait, je viens pour ce moment. Tu vois ce que je veux Ok, dire? ouais, je vois. Plutôt que de venir pour de l'inconnu, de l'imprévu, machin, Ouais. qui commence à me frustrer avec le temps parce que j'aime bien un peu être tranquille. Ah mais de toute façon on en parle souvent, mais quand tu vis dans enfin moi j'ai vécu pendant plusieurs années quasiment que dans des Airbnb, des hôtels et tout, tu vois. Ouais. Et ça c'est super, mais par contre la wifi ne marche pas, le bureau toujours- tu vois, le bureau, la chaise elle est pas confortable, je sais pas, le bureau Ouais. est trop bas, trop petit. Tu vois, alors c'est vraiment de riche, hein. T'es- On est d'accord, ouais, ouais. Mais voilà quoi. Ouais. Voilà, tu vois, pour la Ouais, la vidéo, boîte- on y met des boîte de frites, mouchoirs, des machins, voilà. Exactement, tu vois. Et c'est la vie, c'est comme ça. Bah ouais. Mais c'est aussi ce qui fait le charme, je trouve, de cette vie-là. Bien sûr. Mais quand tu commences comme toi, à avoir pas mal de sociétés partout, d'avoir des employés, machin, à un moment donné, non, je peux pas être travailler à l'arrache comme ça sur un coin de table ou dans mon lit, ça marche pas quoi, ça marche pas. Ouais. C'est ça que maintenant, moi, j'ai un appart en France, j'ai une base en France, voilà, j'ai mes bureaux, etc. Même si je suis T'as que des la bureaux moitié. Bah, j'ai mon bureau dans mon appart, j'ai un grand appart Ouais, avec oui, bureau, d'accord, oui, pardon. vue mer J'ai et tout, compris. vraiment cool, tu vois, je me Ouais. suis aménagé un beau truc, mais j'ai mon bureau où j'arrive, voilà, tout est carré, j'ai mon écran, mais comme un chef d'entreprise classique, tu vois. Ouais, bien sûr. Mais j'y suis peut-être que la moitié de l'année, mais quand j'y suis, je suis bien. Tu vois, quand je suis en phase de travail, etc., d'être focus. T'as je suis l'étoile bien. d'araignée. Exactement. Voilà, je fais venir du ménage et c'est fait, et c'est parti quoi, tu vois, et je me mets à bosser. Et maintenant, après, je commence à avoir l'habitude de voyager, de savoir quel hôtel je peux prendre et quel hôtel je peux Ouais, pas prendre, où je vais absolument. mal bosser, je vais pas être bien, il y aura du Exactement. bruit, il y aura, enfin, tu vois.
Ça s'appelle la vieillesse. Ça s'appelle l'expérience. Ouais, c'est pareil. Je pense pas être vieux quand même, mais non, voilà quoi. Non, mais si, c'est l'expérience qui te donne ce truc où c'est bon. Bon, après, à un moment donné, il y a des trucs où t'as plus envie de batailler, quoi. Tu vois. Ouais, c'est ça. Tu vois. Bon, toi, t'as une famille, c'est pas pareil, tu vois. Il y a aussi ça. Tu vois, qui va jouer, t'as besoin de plus de confort, t'as besoin de certaines infrastructures. J'ai tellement, tu vois, il y a tellement de friction globale dans ton travail, dans ta famille, dans tes machins, que, en fait, à la fin, avoir un peu de simplicité quand tu voyages, c'est aussi bien, quoi, tu vois. C'est cool. Voilà. Et c'est vrai que, parce que sinon, t'es tout le temps, tu sais, je discute avec des gens qui, par exemple, en Thaïlande, n'ont pas forcément des business, etc. Et ils me disent, ouais, je suis parti en vacances là, il se passait ça, on était sous la pluie, c'était galère, du coup, on a fait ça et machin. Moi, je suis là, je me dis, waouh, j'aurais pas aimé avancer. Moi, le premier, mais j'adore. Ah ouais, j'adore, tu vois, les galères. Et ils sont contents. Et toi, t'as fait quoi? Moi, je suis resté chez moi. Ouais, après, je fais un peu moins aujourd'hui, mais j'ai pas mal de road trip en moto, je traverse le Vietnam en moto, le Pérou, la Cordillère des Andes et tout, tu vois. Et des trucs comme ça. Et là, c'est l'aventure. Là, c'est l'aventure, tu pars, j'ai beaucoup fait seul ou avec des potes, etc. Mais c'est incroyable, tu pars vraiment à l'aventure avec une petite moto, un petit truc, tu sais pas où tu vas arriver, tu mets ton sac à dos derrière et c'est parti quoi. Et en bossant à côté, tu vois. En bossant à côté, beaucoup moins parce que pendant une semaine, 2 semaines, t'as moins de réseau, etc. Mais je trouve ça tellement cool, tu vois. Je trouve ça tellement cool et bon, après, moi je fais aussi du contenu autour de ça, etc. Donc c'est intéressant, mais voilà quoi. Et tu vois, ça c'est un truc il y a 20 ans, ça aurait été très compliqué. Non, bah non, et puis t'avais déjà pas le matos pour le faire déjà. Avec ton téléphone, t'avais les caméscopes, t'avais les machins, mais t'avais pas les supports pour le communiquer. Tu perds ton caméscope, tu perds ta carte SD, il crache, t'as perdu tous tes rushs. T'imagines il y a 20 ans, ouais, c'est vrai. C'est un truc de fou. C'est vrai, rien que ça, tu vois. C'est perdre tes rushs. T'as pas un petit micro comme ça qui est super où tu peux parler dedans et. Non mais imagine filmer au caméscope, imagine il y a 20 ans, j'ai jamais vu ça mais c'est possible. Imagine il y a 20 ans, t'es dans les années 2000, bon, ceux qui sont jeunes le connaîtront peut-être. Ça aurait été encore plus exotique d'ailleurs. Et du coup tu fais un caméscope, tu pars, tu prends l'avion, tu fais un caméscope, tu fais tu t'expliques un peu ta vie, tu fais une sorte de vlog, tu vois, de l'époque. Et t'arrives et J'irai dans chez vous. C'est l'ancêtre du vlog. J'irai dans chez vous, je sais pas si tu connais. C'est marrant parce que mais j'allais arriver là-dedans et après t'arrives, tu payes une pub sur France 2, TF1, peu importe. Et tu montes ton truc. Et tu montes ton truc. Tu vois. Imagine l'impact que ça aurait pu avoir. Tu vois, et pourtant, je suis sûr qu'il y a des gens qui ont pu le faire. Et donc, en effet, j'en trouvais pas, mais j'irai dormir chez vous. Ils avaient une émission pour ça. Ouais. Et lui, c'est l'ancêtre du vlogueur. Il avait une caméra accrochée comme ça, un gros caméscope et tout. Incroyable. Un truc de malade. Quelle vie il a eu aussi. Incroyable. Bah, tu vois, et là, c'était exotique parce qu'en plus, c'était à l'époque où les voyages étaient beaucoup moins démocratisés qu'aujourd'hui. L'ancêtre. L'ancêtre du vlog, c'est lui qui. L'ancêtre du vlog, il a inventé le vlog. Je pense qu'il a vraiment inventé le vlog. Et c'est génial d'ailleurs, cette émission. Si vous ne connaissez pas, allez voir. Ouais, j'irai dormir chez vous. Bon, ok, alors où est-ce qu'on se retrouve? Alors, moi, ça m'a intéressé du coup. Bah écoute, la chaîne YouTube, je pense que là, si on est sur YouTube, allez voir la chaîne YouTube Stratégie Immobilier. Je crois que je mettais la chaîne YouTube en description. Ouais. Chaîne YouTube, c'est bien. Ton Telegram. Et Telegram, si, parce que si vous suivez Cyril, vous devez avoir un compte Telegram. Donc, canal Telegram, on a un gros canal Telegram qui marche bien. D'ailleurs, ton espace communautaire, c'est Telegram, Instagram tout ça, Insta, Telegram, les deux, ouais. En fait, Insta redirige vers Telegram. Ok, donc c'était. Insta, c'est beaucoup plus large. Ouais, donc on a structuré ça, donc on a une équipe aussi là-dessus, bien sûr. On a structuré ça avec Instagram beaucoup plus axé lifestyle, business en général. Et après, Telegram, conseil immobilier, un peu de lifestyle aussi. Et après, derrière, on a donc une vidéo de présentation. Donc là, si vous voulez, si la formation ça vous a intéressé, vous trouverez sous les vidéos YouTube une vidéo de présentation qui dure une vingtaine de minutes, qui montre toute la stratégie. Donc ça va un peu répéter ce qu'on a dit là, mais bon, voilà. Je mettrai bien aussi. Et après, appel téléphonique, et voilà, vous aurez un contact avec un membre de l'équipe qui répondra. Donc en gros, voilà comment ça se structure. Et après, sur YouTube, vous avez des dizaines d'études de cas, on en avoir 70, je sais pas combien. Ta chaîne, moi je me surprends des fois à aller regarder 2-3 cas, j'aime bien. Bah, je sais qu'il y en a qui aiment bien un peu en mode sympa quoi. Tu regardes une vidéo, tu visites un peu comme à la télé quand tu regardes Stéphane Plaza quoi. Il y en a qui me disent ça un peu. Ce côté Stéphane Plaza, tu visites, tu regardes et c'est intéressant. Moi, ce qui me plaît dans les vidéos témoignages, c'est vraiment ce que tu as dit, c'est il y a différents cas, etc. Il n'y a pas les mêmes états d'esprit, il n'y a pas les mêmes arrivées, il n'y a pas les mêmes. Il n'y a pas les mêmes aspirations non plus. On a des familles, des gens qui sont seuls, des gens qui sont plus âgés, plus jeunes. Et c'est intéressant, ça donne du learn, ça met de la data, tu vois, dans la tête. Tout à fait. Et puis ça montre aussi ce qui est possible de faire. Il y a un éventail de possibilités en immobilier qui est énorme. Franchement, on a des gens qui ont acheté, je pense à une personne en particulier qui a 60 ans quasiment, une femme seule qui a acheté avec tout petits moyens à 40 000 euros un bien, tu vois, des gens qui achètent des immeubles à 400 000. Voilà, peut-être n'importe où en fait. Ouais. C'est pour ça qu'on fait. Ok, bon bah super. Bah, merci Baptiste. Merci à toi pour l'accueil, c'était super. J'espère que ça a plu à tout le monde. Retrouvez Baptiste du coup sur YouTube en description. Avec plaisir. Et Telegram surtout parce que bon. Et Instagram. Du coup. Et tout, partout. Voilà, Baptiste que j'apprécie toujours autant. Donc merci à toi. Et merci à toi. À bientôt. À bientôt. Ciao.